Problème. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette conférence. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous annonce la conférence du mois prochain, qui aura lieu donc le 20 mars. Elle sera consacrée au sida. 5000 nouvelles infections par jour, c'est quand même effrayant, je trouve. À quand un vaccin? Alors, cette conférence sera donnée par le docteur Marc Girard, qu'on a déjà accueilli ici à propos des vaccins, et qui viendra donc nous parler de ce sujet. Pour le sujet de ce soir, on va donc s'intéresser aux déchets spatiaux. Vous savez que une grande partie de notre vie aujourd'hui dépend de l'espace, hein, que ce soit nos smartphones, nos GPS, la télévision, la météo, etc. Beaucoup de choses dépendent de l'espace. Et cet espace commence à être très très encombré. En 2018, il y a eu 114 lancements au cours desquels on a mis en orbite 380 satellites, enfin plus de 380 satellites. Il faut savoir que quand on met en orbite un satellite, on y laisse également en général l'étage supérieur du lanceur. Donc ça fait plus de 500 objets qui ont été mis dans l'espace. Ce soir, à 22h37, si tout va bien, on va lancer 6 satellites, une constellation pour Internet qui devrait compter environ 650. L'espace se démocratise, les satellites coûtent de moins en moins cher et on en envoie de plus en plus. Donc on a un problème d'encombrement au niveau de l'espace qui donne lieu à une augmentation des risques. Ainsi, pour le service spatial, on est maintenant obligé de faire régulièrement des manœuvres sur les objets orbitaux pour éviter des collisions. Pour ceux qui ont vu le film Gravity, vous voyez de quoi il s'agit. On a également un risque qui pour l'instant n'est pas très important mais qui existe quand même pour les retombées sur Terre. L'année dernière, on nous a tenu en haleine avec la retombée de Tiangyang, la fameuse station spatiale chinoise, qui finalement est bien retombée au bon endroit. Et on a retrouvé un morceau d'une fusée SpaceX lancée de Floride sur l'île de Kamenes à côté d'Ouessant. Alors que là, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le Gulf Stream marche encore. Enfin voilà, donc l'espace devient très encombré. Et donc on va en parler ce soir. On a la chance d'avoir, je peux dire, un des spécialistes mondiaux de la question, Christophe Bonal. Alors Christophe Bonal, après son diplôme d'ingénieur à l'École centrale de Lille, est rentré à l'aérospatiale, où il s'est occupé des projets Ariane 4 et Ariane 5, ainsi que du projet ATV, qui était l'engin qui permettait aux Européens d'aller se connecter à la Station spatiale internationale. Ensuite, en 1993, il est rentré au CNES, où il a continué sur les projets Ariane 5, c'est ça. Et puis, ensuite, il s'occupait des projets de lanceurs futurs. En 2005, il est nommé senior expert. Il est toujours sur les projets de lanceurs, mais il a un fil conducteur depuis le début de sa carrière qui est le sujet des débris spatiaux. Il a commencé à s'y intéresser en 1987, alors qu'il était encore à l'aérospatiale. Quand je dis aérospatiale, c'est une société qui a changé de nom de nombreuses fois, mais moi je l'ai toujours appelé aérospatiale parce que je trouve que c'est un beau nom. Donc voilà. Et donc il a commencé dès 1987 jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il préside tout un tas de choses. Alors là, je prends mon papier parce que ici, j'oublie toujours. Je peux faire bref, s'il n'y a pas de problème. Enfin bref, c'est le cas de le dire. Donc, il est délégué en tant que responsable des débris spatiaux à la coordination de l'ensemble des agences spatiales mondiales. Il préside la commission des débris spatiaux de l'Académie internationale d'astronautique et de la Fédération internationale d'astronautique. Donc, comme je le disais, c'est un des spécialistes mondiaux de la question. Et il va donc nous éclairer sur le sujet. Bien, merci beaucoup Joël, ça va être dur, j'assurerai.
Bonsoir à tous, merci d'être là, si nombreux, vraiment c'est formidable. Merci d'avoir organisé un temps aussi formidable aujourd'hui, vraiment je me suis régalé en me promenant, c'est la région tellement belle, c'est vraiment, je ne regrette pas, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. En plus j'ai eu le privilège de voir la manufacture avec tout ce que ça va devenir grâce à nos collègues là, c'est un tellement beau projet, c'est vraiment un plaisir, merci de m'avoir invité. D'habitude, quand on vous parle de spatial, c'est quand même pour essayer de vous faire rêver. Hein. On vous parle on se pose sur un astéroïde, on vient sniffer une comète, on va explorer Mars, etc. Ben là, ce soir, désolé, non, je vous parle de tout la vie. Je vous parle de débris, je vous parle de trucs dont personne ne veut vraiment entendre parler. Déjà, ni même mon pointeur. Non, il est toujours la question, il faut aussi. Donc, ce que je vous propose rapidement ce soir, c'est qu'on va d'abord regarder un peu quel est l'état de la situation, donc quel est le nombre d'objets qu'on a en orbite, puis pourquoi est-ce que c'est gênant. Donc là, on a deux risques, le risque à rentrer et le risque de collision. Qu'est-ce que ça risque de devenir à l'avenir, en fait, donc les évolutions futures, et puis que peut-on faire contre ça, qu'est-ce qu'on peut contrer ça, diverses actions que je vais décrire assez rapidement. Ça doit arriver à une pointure. Donc le premier point, c'est les débris spatiaux. Mais ça a commencé avec le vénérable Sputnik. C'est pas sympa de nous Sputnik, mais le 4 octobre 1957, donc il y avait le lancement du satellite, du tout premier satellite, Sputnik, qui est la petite sphère ici qui faisait 84 kg, mais en même temps sur la même orbite, et ça généralement on ne sait pas, il y avait tout l'étage principal de la Zemliorka, de la fusée, de Korolev. Il y avait même une petite coiffe protectrice ici pour la traversée de l'atmosphère. Et donc on peut dire que dès le premier lancement, finalement la charge utile ne représentait que un peu plus d'1% de la masse satellisée. Tout le reste c'était déjà des débris orbitaux. Pour l'anecdote, tous ceux qui observaient qu'il y avait des Sputnik parties où on observait les Sputnik qui passaient dans l'espace, non, en réalité on ne voyait pas la sphère, on voyait ça. Le Sputnik, en plus, si je pousse un petit peu plus loin, donc déjà 98,7% de la masse injectée était vidéorique, mais en plus Sputnik a fait son bip-bip pendant 21 jours. C'était une batterie de bagnole qui, au bout de 21 jours, et il est resté en orbite au total pendant 92 jours. Donc pendant 71 jours, c'est-à-dire pendant les 3 quarts de sa vie, il était là-haut, non fonctionnel, il ne servait plus à rien, il ne faisait même pas son bip-bip. Donc c'était un débris spatial pendant les 3 quarts de sa vie. Et encore aujourd'hui, donc, les opérations spatiales, comme l'a dit Joël dans l'introduction, entraînent de très nombreux débris en orbite. On a toujours les étages supérieurs, on a toujours des objets qu'on a laissés au passage, des coiffes, des trucs. Bon, et donc, un débris spatial ou débris orbital, c'est strictement la même chose, est un objet orbital, artificiel, non fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Bon. Depuis Sputnik, ça a pas mal évolué. Si on regarde, ce sont des plans qui viennent de la NASA. Donc si on regarde ici, donc ça c'est la Terre, ça c'est la Terre aussi, mais plus loin. Et là, les petits points blancs, c'est ce qu'on appelle les objets catalogués. Je vais en parler 2-3 fois. Les objets catalogués, comme leur nom l'indique, c'est les objets qu'on est capable de mettre dans un catalogue. C'est-à-dire qu'on est capable de distinguer correctement, télescope ou radar, télescope ou radar, on est capable de les distinguer suffisamment bien pour dire exactement, voilà leur orbite, et donc pouvoir prédire où ils seront demain, après-demain, etc. Typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 10 cm, donc la taille du point en orbite basse, 1 mètre en géostationnaire, donc 36 000 km, c'est plus loin, donc on les voit moins bien. Attention quand même à la taille exagérée des points, là, j'ai fait des petits points blancs, parce que quand même, s'ils étaient à leur taille réelle, évidemment, on ne verrait rien. Donc ça, c'était en 1960, 65, 70, 75, 80, on a passé 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015. Donc voilà la situation aujourd'hui. Donc, évidemment, ce ne sont pas des petits points placés au hasard, ça correspond réellement, chaque point correspond à une ligne du catalogue dont on dispose aujourd'hui. On distingue 2 zones, facilement. La zone dite de la région orbite basse, qui va jusqu'à 1500 km d'altitude à peu près, et qui donne l'impression d'être isotrope. En réalité, c'est isotrope à peu près au point de vue de distribution des objets. Quand on regarde, quand on s'intéresse à leur vitesse,
En réalité, ils vont tous plus ou moins nord-sud, sud-nord, ce qui donne l'impression de concentration du côté des pôles. Voilà. Donc ça, c'est la première coque autour de la Terre, bien encombrée. La deuxième zone, c'est la fameuse orbite géostationnaire, donc à 36 000 km au-dessus de l'équateur de la Terre, célèbre parce qu'elle est placée de telle façon qu'elle tourne, et le satellite placé sur cette orbite tourne exactement en même temps que la Terre, donc reste fixe par rapport à la Terre. Fixe à condition d'être maintenu au bon endroit. Parce que malheureusement, il y a plein de perturbations, la Lune, le Soleil, la forme du géoïde terrestre et tout, qui fait que quand on ne garde plus, quand on ne s'occupe plus d'un satellite et qu'on le laisse mourir sur place, là il commence à faire des 8, à plus ou moins grande amplitude, ça peut monter à 15 degrés. Et donc ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez ici, au-dessus de l'orbite géostationnaire, c'est des vieux satellites, au-dessus, là et en dessous, c'est des vieux satellites géostationnaires qui ont été abandonnés sur place et qui sont donc devenus des débris. Ben voilà, d'ailleurs, par exemple, voilà à quoi ressemble l'orbite géostationnaire. Donc dans l'image générale, généralement on pense que c'est vraiment un collier de perles, un cercle parfait avec des petits points alignés, la réalité est tout autre. Si vous regardez ici, par exemple, la tranche de l'orbite géostationnaire, en vert, ce sont les satellites actifs, donc eux, on les maintient bien en place correctement. En rouge, c'est les débris. Vous voyez, donc c'est des débris qui montent, qui descendent, et qui donc traversent la couche de l'orbite géostationnaire, et qui, bien évidemment, génèrent des risques potentiels de collision assez significatifs. Bon, combien y en a-t-il? Alors, si on regarde, on estime qu'il y a à peu près 34 000 gros objets de plus de 10 cm dans l'espace. Sur ces 34 000, il y en a 19 528 ce matin catalogués. Donc, voilà. La différence entre les deux, il y a pas mal de choses. C'est primo, les objets de 10 cm, donc c'est une évaluation statistique, les 34 000, il y en a plein de 10 cm qui sont trop loin pour qu'on les catalogue. Par exemple, 10 cm en géostationnaire, on ne peut pas les cataloguer. Après, il y a pas mal d'objets qu'on voit bien le lundi, par exemple, il est face à nous le lundi, le mardi, le mercredi, hop, jeudi, on ne le voit plus. Voilà. Et puis on le récupère, vendredi, on ne le voit toujours pas, samedi, on le récupère, donc on le remet dans le catalogue. Et enfin, il y a au moins 5000 objets militaires, donc qui ne sont pas dans le catalogue. Sur ces 20 000 objets, il n'y en a que 7% qui sont des satellites actifs, environ 1500. Il y en a à peu près 505 aussi en orbite géostationnaire, 850 en orbite basse, donc à moins de 2000 km d'altitude, 150 ailleurs, là-dedans c'est surtout les satellites GPS, le Galileo, GLONASS, etc., etc. Et puis après, quand on descend en tout ça, tout le reste, donc 93% de la population cataloguée, sont des débris. Donc il y a, si on regarde là-dedans, il y a à peu près 18% de vieux satellites, donc des satellites qui ont, après leurs bons et loyaux services, qu'on a laissé le haut. Les étages supérieurs, comme disait Joël, quand on lance, souvent on laisse le lanceur, l'étage de lanceur avec le satellite là-haut. Le vocable un peu complexe, des débris issus des opérations facile, c'est ce qu'on laisse nominalement en plus du satellite et de l'étage. Par exemple des sangles, des capots, des coiffes. Vous lancez un télescope spatial, sur le télescope vous mettez un cache de manière à le protéger pendant la phase atmosphérique. Évidemment, la première chose que vous faites quand vous arrivez en orbite, c'est de se débarrasser du cache. Et si vous ne prenez pas garde, juste vous l'écartez, puis vous n'en préoccupez plus, et puis, voilà. Mais il reste là-haut pendant longtemps, il peut très bien vous perturber. Après, quand on diminue un petit peu au point de vue détail, bon, il y a à peu près 900 000 débris de plus de 1 cm, 135 millions de débris de plus de 1 mm, ça c'est des connaissances statistiques. Bon, il faut faire attention à ces nombres qui semblent très élevés. Premièrement, la masse totale en orbite, c'est 7800 tonnes. C'est la masse de la tour Eiffel. Donc il faut imaginer la tour Eiffel éparpillée en petits shrapnels par-dessus nos têtes. Et puis par-dessus nos têtes, c'est grand. L'espace est immensément c'est pas très physique, mais très grand. Et à un instant donné, donc, il n'y a que 10 gros avions au-dessus de la France. Je m'étais amusé à regarder, par exemple, quel est le volume relatif des débris dans cette coque, par rapport au volume de l'espace. Donc,
calculé le volume de l'espace jusqu'à 1500 km d'altitude. J'ai dit que les débris, donc je connais leur masse, j'ai dit que c'était de l'aluminium, je connais la densité, j'en ai vu le volume. Le rapport des volumes, c'est la même chose que 2 bouteilles de Coca-Cola larguées dans la Méditerranée. Donc, ça c'est très important à comprendre. L'espace est immensément vide, il n'y a rien. C'est absolument pas comme l'Atlantique où un navigateur solitaire ne peut pas traverser l'Atlantique sans tomber sur des débris partout. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a presque rien. Il y a juste mes petits shrapnels qui présentent 3 inconvénients. C'est primo, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet qui est à 1000 km d'altitude, il est là-haut pour 1000 ans. 1000 ans, ça fait pas mal. Secondo, il est en orbite, donc il a une vitesse orbitale, donc de l'ordre de 8 km par seconde, ou 30 000 km par heure. Bon, 30 000 km par heure, intégré pendant 1000 ans, bon, la probabilité pour qu'il fasse une mauvaise rencontre commence à devenir assez élevée. Et si par hasard, il survit ces 1000 ans, la durée est là, à la fin, il finit par tomber sur la Terre. Et donc, à nous faire courir un risque, bon, là, on est bien protégé, ça devrait le faire, mais on est à faire courir un risque aux populations. C'est ça les 3 gros problèmes qu'on a. Donc, si on regarde un peu l'évolution qu'on a eue, depuis 1957, ici, là, la masse, bon, c'est facile, hein, la courbe est bien droite. Étonnamment, alors c'est droit, malgré une diminution forte du nombre de vols, ici à droite vous avez le nombre de vols réussis, vols orbitaux réussis par an. Donc on voit par exemple dans les années 66-67, on était monté à 140 vols par an, puis on est descendu à un minimum historique de 52 en 2007. Et donc malgré cette très forte diminution, on a continué à bien monter. Alors les affaires reprennent. Les Joël ici, on a fait 113, ici 111 réussis l'année dernière. Donc, mais malgré ça, bon, voilà. Donc ça signifie que ça vient d'augmenter. Je vais vous parler après de la réglementation qu'on a mise en place depuis 1995, grosso modo. Et 1995, c'est quelque part par là. On ne voit absolument aucun effet sur cette courbe. Alors pour les puristes, vous noterez ici le lancement de la station Skylab et sa désorbitation. Petite montée, petite descente. Et ici, la désorbitation de la station Mir. Et puis tous les petits individus là correspondent à montée-descente de la navette. Donc, montée-descente de la navette, ça fait symptôme à chaque fois, qui monte, qui descend, donc on voit des montées, des descentes. Voilà. Si maintenant je ne regarde pas la masse, mais le nombre d'objets catalogués en orbite, donc là, toujours depuis 1957, je regarde le nombre d'objets ici. Donc ça a bien monté depuis 1957, on monte. Jusqu'à 2007, on avait à peu près 220 nouveaux objets par an dans l'espace. Comment est-ce qu'on peut lire un peu cette courbe? Chaque fois qu'il y a une petite montée, ça, paf, ici, c'est une explosion en orbite. Une explosion ou une collision. C'est-à-dire une génération à partir d'un objet unique, hop, on en génère. Par exemple, on a eu une fragmentation célèbre qui était le H8, c'est le 3e étage d'Ariane 1, lors du vol 16, c'était en février 86, c'était un vol qui lançait le satellite Spot 1. Donc, vol parfait, très bien réussi, février, le vol était parfait, champagne et tout. Et puis on a oublié l'étage, qui a vécu sa vie en orbite et qui, 9 mois après, donc en novembre, a explosé en orbite. Et on s'est rendu compte là que dans l'étage, on n'avait pas fait attention, il restait pas mal de carburant dans les réservoirs, ce qu'on appelle la réserve de performance, puriste. Et avec le temps, la protection thermique de l'étage était partie. Et l'étage était mal orienté par rapport au soleil, donc le soleil l'a chauffé, a fait vaporiser le carburant, et donc on a eu un effet de cocotte minute avec une montée en pression, blam, 800 pour du bruit. Pour l'anecdote, les Américains sont venus nous voir en disant, vous est arrivé ce qui nous est arrivé plein de fois ici, plein de moments, il faut absolument passiver l'étage. Passiver, c'est-à-dire rajouter des vannes pour se débarrasser des ergols résiduels et puis virer la pressurisation dans les réservoirs. On les a pris un petit peu de haut en disant, c'est un épiphénomène, ça ne réarrivera jamais, et puis il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien. Au revoir, merci d'être venu nous l'expliquer.
Le lendemain, on faisait la une du New York Post, la Herald Tribune, etc. Ces salauds d'Européens qui polluent l'espace. Le surlendemain, on faisait le groupe de travail entre CNES, Ariane Espace et Aérospatiale pour modifier l'état. Depuis, on n'a jamais réexpliqué. Comme quoi, parfois, les mauvaises réputations fait plus d'effet qu'une réglementation. Bref, bon, ça a explosé un peu partout, etc. Et en 2007, on a eu un événement majeur, c'est les militaires chinois qui ont fait une démonstration d'armement anti-satellite. Donc, ils sont allés dégommer un de leurs propres satellites, un vieux satellite qui s'appelait Fenguin-C, un vieux satellite météo, et qu'ils ont, alors techniquement, c'était un exploit remarquable. C'est à partir d'un missile tiré depuis le sol. Ils ont réussi à toucher leur satellite qui passait à 30 000 km/h sur une cible qui faisait 40 cm sur 40 cm. Pas mal, bien. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça à 800 km d'altitude sur l'orbite qu'on appelle l'orbite héliosynchrone, qui est de loin l'orbite la plus utile pour l'humanité. C'est là qu'on a tous nos satellites environnementaux, d'observation de la Terre, etc. Et qu'ils ont pollué d'une façon extrêmement durable, en faisant 3500, 4000 gros débris, à 800 km d'altitude, on est stable pendant 200 ans. Donc ils ont pollué l'orbite pour 200 ans. L'année d'après, les Américains ont fait la même chose. Ils sont allés dégommer un de leurs propres satellites. Alors évidemment, c'était pour montrer aux Chinois qu'ils étaient capables de le faire. Politiquement, ça a été présenté d'une façon tout à fait différente. Ils avaient eu un échec au lancement avec un gros satellite qui s'appelait l'USA 193, qui était resté coincé en orbite avec un gros réservoir d'hydrazine. L'hydrazine, c'est un carburant extrêmement toxique. Et donc, ils ont monté des tas de plans en disant si le satellite se désorbite, retombe, si le réservoir d'hydrazine survit et tombe, je n'invente pas, dans la cour d'une école maternelle, ça fera un carnage. Donc, ils ont eu l'autorisation de la part du président des États-Unis de dégommer leur satellite. Et donc, ils l'ont fait à altitude relativement basse, ce qui explique que l'atmosphère a nettoyé rapidement les débris. Et donc, officiellement, il n'y a aucun débris. Il ne reste aucun débris de l'USA 193. Je dis officiellement parce que, bien sûr, le catalogue est américain, donc je peux toujours vous raconter ce qu'ils veulent. Bon, et puis je reviendrai un peu plus tard sur les zones 33 versus zone 251. Retenez donc, je disais 220 par an ici. Voilà, on est passé à 1000 par an depuis 2007. Si on regarde un peu quel est le nombre d'objets donc en orbite, un peu la contribution des différents pays, un truc qui est tout à fait étonnant, c'est donc vous avez ici les différents pays, c'est un peu compliqué à lire. Ici vous avez les 4 colonnes, c'est ce qui est encore en orbite. Donc les satellites, les étages supérieurs, les débris, c'est-à-dire ce qui dès le début n'était ni satellite ni étage, là le total. Okay. Ça pareil, mais c'est sur les objets qui sont déjà rentrés. Donc on voit par exemple que depuis le début, on a lancé 4817 plus 3300, ça doit faire dans les 8200 satellites depuis le début, dont 4800 qui sont encore en orbite. Attention, sur les 4800, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il n'y en a que 1500 qui sont actifs. Donc il y a bien 3300 en plus de ceux-là qui sont début. Si on regarde donc la première ligne, les premiers contributeurs, c'est l'ex-URSS. Quasiment ex aequo avec les États-Unis. Et puis vient en troisième la Chine. La France, cocorico, on est quatrième. Mais on est quatrième avec 3% des objets. Donc, et en réalité, là, j'ai même fait un raccourci, en réalité avec 2,7% des objets. Donc, le problème de la pollution orbitale, il faut bien comprendre que nous, Européens, on fait des bruit en disant qu'il faut vraiment faire quelque chose et tout. Mais en réalité, c'est un problème américain, chinois, russe. Les autres n'existent pas. Donc, par exemple, voilà la distribution. Alors ça, c'est en orbite basse. La distribution des débris entre la Russie, les États-Unis, la Chine et le reste du monde. Pour l'anecdote, quand on montre ça à nos collègues russes en disant bon, il faudrait bien faire quelque chose, regardez, vous êtes responsable de 34% des débris là-haut, ils disent non, ça c'est l'Union soviétique, c'est pas les Russes. Et puis, après, on discute un peu le vodka et tout, et puis on dit non, mais quand même, il faudrait faire quelque chose. Et là, ils disent, mais en fait, c'est pas des débris, parce que ces objets-là, on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars, nos pulsars, donc ils ont une fonction, donc c'est pas des débris. Donc, après, la discussion devient plus dure.
Bon, ok, jusque-là, donc un peu le tableau de ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Maintenant, changer de côté. Bien. Merci. C'est mieux comme ça? 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, ok. Oui, il y a moins de... Donc maintenant, voyons un peu en quoi ça nous gêne. Donc on a deux trucs. Le premier truc, c'est, ce n'est pas tout à fait trivial à comprendre, c'est que tous les objets en orbite basse finissent par retomber sur Terre. Alors pourquoi? Jusqu'à 2000 km d'altitude, il y a encore un petit peu d'atmosphère. Donc il y en a de moins en moins. Pour les puristes, la densité atmosphérique suit une loi en exponentielle négative avec l'altitude. Donc à 2000 km, il n'y a plus grand-chose. Mais il y a encore un petit peu quelque chose. Et à ce moment-là, quand vous avez un objet qui se déplace à très grande vitesse et qui impacte des molécules d'air ambiant, enfin, pas de l'air d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un freinage. Hein, c'est ce qu'on appelle la pression dynamique. C'est exactement la même chose que quand vous passez la main par la... Quand vous passez la main par la fenêtre de votre voiture quand vous roulez, vous sentez que vous avez une pression sur la main. Et donc on montre en mécanique spatiale que cette pression, donc, qui se traduit par un freinage, quand il y a un freinage, on descend. Donc il faut bien comprendre que tous les objets en orbite basse, jusqu'à 2000 km d'altitude, tous les objets sont tous engagés dans une spirale qui descendent vers la Terre, progressivement, et d'ailleurs de plus en plus vite, puisque plus ils sont bas, plus il y a d'atmosphère, donc plus ça freine, donc plus ils descendent, plus, etc. Donc un satellite, pour rester là-haut, un satellite actif, doit forcément avoir une propulsion à bord pour se remonter de temps en temps. Par exemple, l'ISS remonte très fréquemment de 100 mètres, la station internationale, pardon, remonte très fréquemment de 100 mètres pour ne pas retomber trop vite. Donc ça veut dire que l'atmosphère nous aide, hein, puisque finalement elle fait descendre, elle nettoie, hein, mais bon, si on regarde le schéma finalement de la rentrée atmosphérique, on a d'abord un freinage qui va commencer par casser le satellite, le fragmenter, le satellite ou l'étage. Hein. Vous avez une forte pression, quand vous touchez les hautes couches de l'atmosphère, ça va casser. Donc ça, c'est la fragmentation ici. Puis après, alors ça, cette fragmentation, elle est proportionnelle au carré de la vitesse, donc ça va assez vite. Et après, une fois que vous rentrez dans des couches d'atmosphère vers 50 km d'altitude à peu près, là, ça fond. C'est carrément, c'est la friction des molécules composant l'air sur les objets qui va les échauffer énormément et les faire fondre. Hein, donc vous avez une fusion ici de tous les objets et finalement il y a très peu de choses qui rentrent ici. Là, très peu de choses, quand même. Hein. On estime, alors déjà, ça représente quoi? Ça représente qu'il y a un objet de 10 cm, donc un objet catalogué, qui rentre tous les jours. Hein. Là, vous avez une petite statistique, par exemple, donc depuis 2008, on en a eu 426 par an en moyenne. Par contre, un ou plus objets intègres, c'est-à-dire un gros satellite entier, un étage supérieur entier, il y en a un qui rentre chaque semaine. Donc il faut bien comprendre qu'on n'impute pas toujours. On a un étage ou un satellite qui nous tombe dessus une fois par semaine de façon aléatoire. On ne sait pas où. On ne sait pas où, on ne sait pas bien quand. Alors, ces objets brûlent dans l'atmosphère, mais mal, pas complètement. Par exemple, tout ce qui est matériaux réfractaires ne font pas. Hein, on aime bien utiliser du titane sur nos réservoirs. Le titane, ça survit très bien à la rentrée. Hein, ou bien du carbone, le carbone, ça survit très bien à la rentrée également. Attendez, pardon, je vais celui-là. Dès que je bouge la tête, merci, impec. Voilà. Donc en réalité, il y a à peu près 10 à 40% de la masse qui survit à la rentrée et qui impacte la surface du globe. Donc tout ce qui est réfractaire, les chambres de combustion, des trucs comme ça. Alors, heureusement, la surface du globe, c'est 72% d'eau, hein, océan, mer, etc. Puis après, si on regarde, il y a 10% de savane, forêt vierge, désert et autres. Et quand on tire comme ça la chaîne, on tombe sur le fait que les zones densément peuplées avec des bipèdes, hein, c'est 3% à peu près. Donc heureusement, statistiquement,
ces objets qui survivent et qui impactent la surface du globe ne nous tombent pas dessus. À ce jour, on n'a jamais eu de victimes recensées. Alors, recensées, deux mots sur le recensé. Statistiquement, on aurait dû avoir une ou deux victimes. Nos modèles montrent qu'on a dû avoir une ou deux victimes. Là, je cite toujours mon exemple du paysan chinois qu'on retrouve un jour dans son champ mort. On ne sait pas pourquoi. Et personne n'a fait attention aux débris, aux morceaux de métal qui étaient juste à côté de lui. Voilà, et personne ne fait le lien entre le fait que le débris est pu le tuer. Okay, donc, pour ça, on pense. Alors également, c'est possible que c'est un mort chinois par un débris soviétique. Alors ça, ils ne le diront pas. Ou vice-versa, ils ne le diront pas. Ou même un Américain qui est tué par un soviétique. Évidemment, ils ne vont pas le dire. Donc, statistiquement, c'est anormal qu'on n'ait pas eu de victimes recensées à ce jour. Mais bon, la bonne nouvelle, par contre, c'est normal qu'on n'en ait pas eu 1000. Donc, on pense qu'il aurait dû y en avoir 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. L'énorme problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun moyen d'estimer l'endroit où ça va retomber. Alors j'explique. Grosso modo, la précision qu'on a, c'est 10% du temps restant en orbite. C'est-à-dire, je regarde 10 jours avant la rentrée, je regarde mon catalogue, je vois le périgée de mon objet qui descend, je me dis, lui, il tient pas, il devrait rentrer dans 10 jours à peu près. 10 jours, plus ou moins 1 jour. 1 jour, c'est 14 orbites. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où vous êtes. Ça veut dire 10 jours plus loin. Si je regarde la veille de la rentrée, là, vraiment, là, bon, en principe, quand même, il ne devrait pas survivre là-bas. Dans 24 heures, il sera rentré, plus ou moins 2 heures. Plus ou moins 2,4 heures. 2,4 heures, c'est 3 orbites. C'est-à-dire, c'est 120 000 km. Et donc, je me retrouve dans une situation où je peux dire, j'ai vu dans mon catalogue, j'ai un objet qui retombe ce soir, sur la trace, il y a Morlaix, mais je ne peux pas dire sérieusement, bon, il faut évacuer Morlaix, parce qu'il va tomber sur Morlaix plus ou moins 120 000 km. Donc, résultat, on ne peut rien faire. La détection de la rentrée effective à la fin, ça dure 20 minutes. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment si on avait la chance d'être exactement placé au moment où il est réellement capturé par l'atmosphère, là, on peut dire, bon, tout le monde au cave. Mais c'est quelque chose. On fait un exercice de ce genre-là de temps en temps, mais c'est pas réaliste. Et donc ça, c'est, que vous compreniez, c'est vraiment, pour moi, c'est mon épée de Damoclès. Je suis tellement fier quand ma fusée Ariane 5, on arrive à le faire un beau lancement, on laisse l'étage supérieur là-haut, il fait 5 tonnes, il y en a 1 tonne qui survit, je sais même exactement quel morceau survit, qui va retomber je ne sais pas où. C'est gênant. Donc ça, les exemples, on en a plein. Ça, c'est un morceau d'étage de Vega. Ça, on a eu... Oh ben oui, tu vois, quand même. Voilà une rentrée typique. Donc là, vous voyez la fragmentation des objets. Ils sont en train de fondre. Les puristes verront même qu'il y a des objets qui vont plus vite que d'autres en fonction de leur coefficient balistique. Les objets les plus légers sont freinés plus vite que les autres. Ok, bon. C'est Morlaix aujourd'hui. Vous êtes très beau. Bon. Ça, des petits films comme ça, croyez-moi, on en a des vingtaines. Parce que maintenant, surtout avec toutes les caméras automatiques qui filment les parkings et des trucs, là, on en récupère plein. Il y a eu un exemple qui a été célèbre, c'était la rentrée d'un étage supérieur de Delta 2, américain, qui est rentré au Texas en 97, qui est rentré juste à côté de Houston. C'était E.T. Go-Go. Voilà. Et donc là, on a retrouvé un gros réservoir de carburant, 250 kg en acier inox, la chambre de combustion du moteur, un réservoir haute pression en titane. Et ça, c'est Madame Lottie Williams, qui est la première personne à avoir été officiellement impactée par un débris. Alors elle a eu de la chance parce que c'était un petit machin qui lui est tombé sur l'épaule en voltant, tout ça, et qui fumait. Donc elle a apporté au shérif du coin, qui l'a apporté à la NASA, et on a trouvé que c'était la protection thermique qui était autour du moteur, tout ça, donc elle n'a rien eu.
Alors là, je peux vous dire, mes collègues de la NASA étaient vachement embêtés. On s'est expliqué, bon, c'est un épiphénomène, la trajectoire, c'était un vol GPS, la trajectoire est comme ça ça peut pas réarriver. Et bien sûr, c'est réarrivé peu de temps après. Là, par contre, c'était plus Houston, c'était Cape Town. Voilà, Cape Town, avec exactement les mêmes objets, etc. Et donc là, on s'est rendu compte que ce type d'étage, finalement, survivait très bien. La Inox survit très bien, le titane aussi, la chambre de combustion aussi. Et on a retrouvé le même. Alors attendez, ça c'était en Namibie, ça c'était en Mongolie. Bon, on a retrouvé, ça c'est un morceau de SpaceX, Falcon 9 qui est tombé, qui a démoli une cahute où est-ce que c'est, du côté de Jakarta. Un morceau de SpaceX on a retrouvé au Mexique. Il y a des exemples un peu partout. Celui-là, par exemple, celui-là est célèbre. Célèbre simplement parce que je l'ai dans mon bureau. C'est une capacité haute pression d'Ariane 1. Donc c'est en titane, ça fait 1 mètre de diamètre, 50 kg. Et c'est tombé dans le jardin d'une brave dame en Ouganda. Et donc, après avoir passé 19 ans dans l'espace. Et pour la petite histoire, donc j'avais présenté ça à Ben Soussan, qui était le président du CNES à l'époque, en lui disant, voilà ce que c'est qu'un débris spatial. Et on m'a demandé, on sait que c'est à nous. Oui, il y a écrit Ariane dessus. On arrivait encore à lire le numéro de série et tout. Et après, il m'a dit, on en a combien comme ça en orbite? 250 ou 300. Ah oui, d'accord. Quelle est la probabilité pour qu'il retombe? 1. Quelle est la probabilité pour qu'il survive à la rentrée? 1. Et on sait où ils vont retomber? Pas la moindre idée. J'avais juste enfoncé le clou à la fin en disant s'il y a un blessé, par contre, c'est toi qui vas en tôle. Donc là, on avait eu un peu plus de. Nos programmes débris avaient eu un peu plus de succès. Là, pour for fun à nouveau, ça c'est l'ordinateur de bord, un des ordinateurs de bord de Falcon 9, qui sont estampillés confidentiels, secret défense et tout le truc qui tarde et tout. Mais c'est un débris, on l'a récupéré, et puis donc on a appris plein de choses. Bien. Ok, donc ça c'est le premier truc, les objets finissent par retomber, peuvent générer des risques au sol. Après, en orbite, ils peuvent générer des collisions. Une collision en orbite peut détruire un satellite actif. L'énergie de l'impact est très élevée en raison de la vitesse orbitale. Je vous rappelle que l'énergie 1,5 de mv2, donc c'est le carré de la vitesse, donc forcément quand vous avez des trucs qui tournent à 14 km par seconde, c'est-à-dire plus que la vitesse orbitale, simplement parce qu'il faut regarder les vitesses relatives des objets les uns par rapport aux autres. 14 km par seconde au carré, ça devient phénoménal. Un débris en aluminium de 1 mm de rayon, vous pourrez regarder à la fin ce que ça donne dans un test. Ça, c'est un test qui avait été fait au sol. C'est une énergie de 1 kJ, donc c'est une boule de bowling, on sait à 100 km/h. Un débris de 1 cm de rayon, on a 1 mégajoule. C'est Malaguna à 130 km/h. Donc ce qu'on voit, c'est même un tout petit débris peut faire perturber, c'est français ça, peut perturber le fonctionnement d'un satellite. Alors évidemment, après, ça dépend complètement où ça tombe. Si on a un débris qui tombe dans un panneau solaire, on fait un trou, on perd un peu de puissance électrique, mais le satellite reste vivant, on ne perd pas trop. Par contre, si même un tout petit débris tombe sur l'ordinateur de bord, la mission est fichue. Donc là, on a plein d'exemples comme ça. Voilà par exemple un exemple qui était sur le satellite Sentinel-1A de nos collègues de l'ESA. Donc il y a eu un impact sur un des panneaux solaires, sur le panneau solaire de Sentinel-1A. Et c'était un panneau solaire qui avait un mécanisme de déploiement très complexe. Donc mes collègues de l'ESA avaient mis une caméra pour filmer le déploiement et vérifier que tout se passait bien. Donc tout s'était très bien passé. Voilà le film initial. Puis après, soudain, ils ont été un choc, léger changement d'orbite, léger mouvement orbital et moins 15% d'énergie électrique. Donc là, ils ont réactivé la caméra pour filmer et ils ont vu qu'il y a eu un gros impact ici. Donc il y a eu un impact ici. Cet impact a généré 7 nouveaux débris catalogués. Ils ont réussi à le remonter, à le restituer au sol. Et donc c'était un impact, c'était pas gros, c'était un truc qui faisait 5 mm de diamètre à peu près, et qui a impacté le panneau solaire. Ici, on voit toute la zone blanche ici, c'est la zone du panneau solaire qui est perdue. Et donc, pour la petite histoire, la ligne blanche ici, c'est la ligne d'alimentation générale. Donc, à
très peu de choses près, la ligne était coupée. Et là, le satellite était mort, aurait été mort. D'autres exemples de petits impacts, on en a quand même pas mal. Alors surtout sur la station internationale, la navette ou le télescope spatial Hubble, voilà, une protection thermique du module russe de station internationale, avec une fenêtre de navette qui avait pris un impact de 12 mm. La navette, chaque fois qu'elle volait, il y avait statistiquement 2,5 impacts sur les hublots par mission. Donc après, il nécessitait de changer les hublots, de les repolir et autres. Ça, il y a une poignée sur l'ISS qui a pris un débris, ça, donc, qui a fait un trou, et le trou avait des bords tranchants. En fait, les poignées sur l'ISS, sur la station internationale, c'est un peu une via ferrata. Donc, quand les astronautes sortent, ils ont des poignées un peu partout, et donc ils se clampent et ils changent de position, etc. Et sur une des poignées, donc, il y avait ce trou non débarbé, sur lequel un astronaute a déchiré son gant. Il a déchiré 3 couches de son gant, qui heureusement faisait 7. Donc, ils s'en est bien tirés, mais ça a entraîné l'arrêt immédiat de la sortie extravéhiculaire, retour dans la station et des dépenses significatives. Après, alors, il y a des gros impacts. Ici, par exemple, vous allez voir voilà, Iridium 33. Iridium 33 qui était un satellite de télécommunications américain, actif, et qui a croisé la route de Cosmos 2251, un gros russe, soviétique, mort, un gros débris, et de leur rencontre passionnée sont nés quelques 3500 gros débris au-dessus de la Sibérie. Alors ça, c'était un événement majeur, parce que c'était la première fois qu'on avait un vrai gros satellite actif qui était impacté, et c'est rare qu'on arrive à voir un impact entre deux objets catalogués, parce que mine de rien, ils ne sont pas très nombreux, il n'y en a que 20 000 catalogués par rapport à une population de 900 000 de 1 cm. Ce qui était important là-dedans, c'est qu'on a discuté avec les gens d'Iridium, on leur a dit, mais vous ne saviez pas qu'il y avait un risque de collision? Si, bien sûr, mais vous savez, on a 99 satellites là-haut. S'il fallait qu'on manœuvre à chaque fois qu'on a un risque de collision, on ne s'en sortirait pas. Donc, on a croisé les doigts. Donc, quand on leur a dit, ouais, quand même, vous voyez, le fait d'avoir croisé les doigts, voilà ce que ça donne. Et là, ils nous ont fait une réponse qui était formidable, qui était, vous en faites pas, on a un satellite de rechange. Et là, ça a été un grand moment. Surtout, les militaires américains, à ce moment-là, s'en sont mêlés un peu, en disant, mais nous, on savait, on avait vu, ils se vantaient un peu, mais ils ont dit, mais par contre, nous, on est militaires, Iridium, c'est des civils, donc on n'a pas, nous, militaires, à donner des informations civiles. Et là, les gens se sont fâchés tout rouge, et c'est à nouveau le président des États-Unis qui a donné l'ordre aux militaires américains de donner la totalité des informations, aussi précises que nécessaires, à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est y compris les Chinois, les Russes, les Indiens, même les Français. Simplement parce que une collision entre un Indien et un Chinois, ça perturbe les satellites militaires américains. Donc, il y avait obligation, et d'ailleurs ce catalogue, ces informations qui jusqu'à maintenant dépendaient de l'US Air Force, viennent de passer sous l'égide du Department of Commerce. Donc quelque chose de civil, de manière à être vraiment... Parce que, alors toute la question c'est est-ce que ça va être payant ou pas. Donc, voilà, donc depuis cet événement-là, bizarrement, on a beaucoup plus d'informations concernant les risques de collision. Alors, ces risques de collision, qu'est-ce que ça peut engendrer? Finalement, on a deux phénomènes antagonistes, si on regarde la Terre, au niveau des entrées, alors de ce qui arrive en orbite. Heureusement, on a des lancements, une génération de nouveaux objets par les lancements, par les explosions, les fameux résidus d'opération, et par des collisions. Et heureusement, on a un certain nettoyage, donc sorti, notamment grâce à l'atmosphère, donc le nettoyage atmosphérique, et puis par le retrait actif de certains objets. Quand on lance un Soyouz avec 3 astronautes à bord, généralement on essaie de le récupérer avec les 3 astronautes, donc ça fait un nettoyage actif. Et donc on a deux phénomènes antagonistes au niveau de la population, la génération de nouveaux objets orbitaux, par exemple 588 en 2018, et le nettoyage dû à l'atmosphère et au retrait actif, 233 en 2018. Bon, évidemment, on a une augmentation de la population quand 1 est supérieur à 2, là quand même, ça faisait 355, donc le bilan de 2018, c'est plus 355.
Là où c'est plus compliqué, imaginons un cas vraiment idéal, alors idéal pas forcément pour mon boulot, mais idéal où on n'a plus aucun lancement. Okay, on lance plus, on arrête complètement toute activité spatiale. Plus aucun lancement, plus d'explosion. Donc il n'y a plus de résidus d'opération vu qu'on ne lance plus. Donc la seule source de débris qui reste, c'est juste les collisions entre objets qui sont déjà là-haut. Parce qu'ils sont déjà là-haut, donc là où on a un problème, c'est si la régénération de débris liée juste à la part collision devient supérieure aux sorties. Là, à ce moment-là, on a un phénomène divergent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Le nom de Don Kessler, qui est un très bon collègue de la NASA, qui a théorisé tout ça en 1978, puis avec des articles fondamentaux en 1991, donc qui avait été assez visionnaire là-dessus, et qui avait dit si on a trop d'objets, juste leur collision mutuelle va générer des nouveaux débris plus rapidement encore que le nettoyage atmosphérique. Et donc ça, on pense qu'on l'a accroché entre 700 et 1100 km d'altitude. Voilà un exemple, par exemple, de simulation de NASA. Alors évidemment, c'est illisible, donc il faut me faire confiance. Où là, donc vous avez les années ici, ils ont simulé l'arrêt, justement, de toute activité spatiale en 2006. Et donc, 2006, on est là. Pof, ça commence d'abord par donc, se stabiliser très bien, la population, puis ça repart en flèche, rien qu'à cause de la part collision qui est en rouge ici. Vous voyez ? Alors là, je suis très fier que c'est complètement illisible, je suis nul en histogramme, donc il faut s'accrocher 2 secondes. Okay, donc là, vous avez le nombre d'objets, la densité d'objets en orbite basse, fonction de l'altitude, pour 4 périodes à 5 ans d'intervalle. Le premier, c'est en 2003, le bleu ici. Donc on voit, hop, on a le pic à 800 km, parce que c'est la zone, une fois de plus, c'est la zone la plus utile pour toutes nos applications. Voilà, puis on a un creux. Si je regarde 5 ans après, en rouge, 2008, j'ai l'apparition d'un gros blob, ici, entre le bleu et le rouge. Ça c'est normal, c'est Fenguin 1C. Collision en 2007, les Chinois qui détruisent leurs satellites. Bon, ok, donc là on a une explication rationnelle pour ça. On regarde après en 2013, le petit vert qui est là. On voit qu'on est passé du rouge au vert ici, et du rouge au vert ici, donc il y a toute cette surface-là. C'est normal. C'est la collision Iridium 33 Cosmos 2251 que je vous ai montré là. Okay, donc jusqu'à là, on explique tout. Et après, on regarde 2018. 2018, il y a toute cette zone-là, entre le vert et le violet, toute cette zone-là qui est nouvelle, et malheureusement, on n'a eu aucun événement pendant cette période. On n'a rien eu de significatif. On a eu quelques collisions avec 10, 20, 30 objets, mais rien d'aussi gros que Fenguin 1C ou Iridium 33. Et donc là, quand on analyse la nature des objets qui sont dans cette zone-là, c'est des collisions mutuelles. Donc ça, c'est vraiment la signature de Kessler, et le syndrome de Kessler qui fait que la régénération des débris dans cette zone la plus encombrée augmente la population de façon incontrôlée. Donc on montre que c'est une exponentielle. C'était Einstein qui disait « il n'y a rien qui me fait plus peur que l'exponentielle ». Heureusement, l'exponentielle, elle commence d'abord par être très plate. Donc on est encore dans la zone plate, mais ça augmente bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a diverses actions. La première action, qui est absolument fondamentale, majeure, c'est la réglementation. La réglementation au niveau international, la réglementation la plus simple, donc la vraie règle, c'est celle-là. C'est celle à long terme, désorbitation systématique de tout ce qu'on a lancé. Pour les objets en géostationnaire, orbite de libération, on les envoie vers le Soleil, puis voilà. Okay. Ça, c'est la règle des Américains, des parcs nationaux américains, tout ce qui rentre doit sortir. Voilà. Donc c'est bien, on dit ça, puis après on étudie, et on voit que c'est pas faisable, parce qu'on n'a pas les technologies pour le faire. On tue la poule aux œufs d'or, surtout on aurait une concurrence disproportionnée entre les pays qui le feraient, par exemple les civils américains ou bien l'Europe, et ceux qui ne le feraient pas, les méchants chinois, américains, militaires et autres qui ne le feraient jamais. Donc on a décidé, on garde ça comme objectif à long terme, mais à court terme, on propose 5 règles, beaucoup plus terre à terre, faisables. La première, c'est on ne génère pas de débris en connaissance de cause. Donc on ne libère plus de capots d'optique, de sangles, bien sûr interdit de détruire de façon volontaire en orbite.
Deuxièmement, on évite les explosions en orbite, donc on passive en fin de mission. Vous vous souvenez, passiver quand on ouvre les vannes de manière à être sûr qu'on n'a rien qui traîne là-haut. On a 2 zones protégées, donc c'est facile, la zone rouge des orbites basses et la zone verte ici de l'orbite géostationnaire, le voisinage de l'orbite géostationnaire. Et là on dit qu'il est interdit de rester pendant plus de 25 ans. En 25 ans, ça peut vous sembler un peu long. Je vous rappelle que quand on est à 1000 km d'altitude, on y est pour 1000 ans. Donc le 25 ans a fait l'objet d'une négociation qui a duré pendant 5 ans pour avoir l'approbation de tous les pays majeurs sur le sujet. 4e point, on évite les collisions quand c'est possible. C'est-à-dire quand c'est possible, ça veut dire quand on a l'information fiable disant que oui, on a un risque de collision et qu'on a de la propulsion à bord, alors il est requis de manœuvrer. Et enfin, il faut minimiser le risque de victime au sol. Donc ça, toujours rigolo. Donc on s'est fixé un critère. On a le droit à une chance sur 10 000 de tuer quelqu'un. Quand je lance quelqu'un, quand je lance quelque chose, j'ai une chance, right to kill, une chance sur 10 000. Donc si on est à moins que ça, on peut le laisser filer et rentrer de façon aléatoire. Si c'est plus que ça, il est demandé soit de rentrer dans le sud du Pacifique, là où il n'y a rien, soit de modifier la conception du satellite ou de l'étage de manière à ce qu'il fonde à la rentrée. C'est ce qu'en anglais on appelle Design for Demise, D for D. Je reprends mon exemple de si j'ai une capacité, un réservoir haute pression prévu en titane, et que j'ai le choix entre titane et aluminium, je choisis l'aluminium, parce que moi l'aluminium il fond plus vite. Malheureusement l'aluminium sera plus lourd que le titane, mais donc on pèse un peu les patates, il est plus lourd, mais par contre ils font à la rentrée, je pose moins de problèmes aux populations au sol. Voilà. Et donc cette réglementation, elle a commencé à s'élaborer en 1995 auprès de la NASA, la JAXA, les Japonais en 97, le CNES en a été le 3e pays à réagir, en 99. Puis, à partir de ça, on a essaimé au niveau de l'IADC. Alors, 2 mots sur l'IADC, c'est Interagency Debris Coordination Committee. C'est le comité de coordination entre les agences spatiales capables de générer des débris. C'est ce que je surnomme généralement le club des pollueurs. Donc il y a 13 agences, on se réunit une fois par an, il y a différents groupes de travail, il y a des astronomes qui surveillent ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, il y a ceux qui font tous les calculs de prédiction, etc. Il y a ceux qui blindent les satellites et ceux qui établissent les réglementations. Ça, on est arrivé à un consensus en 2002, c'est très bien, après 5 ans de boulot, on en a bavé, donc j'étais très fier, parce que c'est moi qui ai présidé la session en 2002, pour l'anecdote. Il y avait le délégué chinois, qui était un vieux professeur, qui s'appelait professeur Zhang, qui était un type adorable, qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais qui était venu me voir avant avec son interprète, et qui avait dit « Ouais, j'ai confiance en vous, donc pendant le vote, vous avez qu'à juste me faire signe s'il faut voter lui ou non. » Donc là, c'était un truc vachement sérieux, on lit chaque phrase. Donc on lit la première phrase, il faut ne pas exploser en orbite par exemple. Et donc là on fait le tour de toutes les délégations, donc Agence spatiale italienne, oui, BNSC qui étaient les Anglais, oui, on arrive aux Chinois, le Chinois, oui, ok, oui, et comme ça on a réussi à passer le truc. Et 5 ans après, ils détruisaient un satellite en orbite, faisant 4000 gros débris. Je me suis dit, ça aurait peut-être été mieux qu'ils comprennent ce qu'il avait voté, il était sympa, mais bon. Voilà. Fin de l'anecdote. Nos règles IADC. Alors IADC, malheureusement, donc c'est un club d'ingénieurs. On n'a pas du tout le droit d'établir des lois ou des trucs comme ça. Donc on peut juste servir d'experts pour que d'autres après préparent des standards et autres. Donc le premier, c'était les guidelines de l'ONU. Donc là, l'ONU, ils ont pris notre texte, mais ont travaillé pendant 5 ans pour ressortir strictement le même, en 2007. Mais là, l'avantage, c'est qu'il est passé en Assemblée Générale de l'ONU, voté par 130 délégations, je crois. Donc une très belle résolution, malheureusement, qui a vécu ce que vivent les résolutions de l'ONU, c'est-à-dire pas forcément le futur escompté. En parallèle, on travaillait au niveau européen, de manière à avoir un texte commun. Donc, Agence spatiale italienne, ABCDE, c'est les Italiens, les British, nous, le DLR allemand et l'ESA. On est tombé sur un texte très bien en 2004, approuvé par tout le monde, et dont on a dérivé un standard ISO.
Donc ISO, vous connaissez, International Standardization Organization, tout est ISO. Vous ouvrez votre frigo, le yaourt, il est ISO. Alors, et donc on s'est dit, il faut un ISO sur les débris orbitaux. Et donc c'est le ISO 24113. Là, l'énorme avantage, c'est un standard qui implique le monde entier, qui est adopté par consensus mondial. Le monde entier, c'est-à-dire pas seulement les agences, mais également les industriels, les opérateurs, il y a des assureurs, il y a des juristes, etc. Donc à la fin, quand on tombe sur un texte approuvé, ben là, il y a un consensus formidable. C'est ça qu'on a réussi à faire en 2010. Le texte vient d'être révisé et réapprouvé juste à Noël 2018. Et donc ça donne ce qu'on appelle un standard. Un standard, ça veut dire il n'a aucune valeur juridique ou légale, sauf si vous le mettez dans votre contrat. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une constellation de satellites, vous passez un contrat à, je sais pas, Airbus qui va vous fabriquer votre satellite, donc vous dites, ben, je veux qu'il fasse telle taille, etc., etc. Et dans le contrat, vous appliquez ISO 24113. Puis après, vous adressez à une boîte de lancement de satellites, et donc dans le contrat qu'on passe à Arianespace, par exemple, on dit, ben, vous appliquez la ISO 24113. Et donc ça, c'est en train d'arriver très très lentement. Dans mes rêves les plus fous, je me dis que dans quelques années, on pourrait avoir une situation où on pourrait dire, mais vous n'allez quand même pas lancer avec lui, il n'est même pas 24113. Et donc là, ça pourrait devenir, et c'est ce qu'a compris Arianespace. Arianespace est en train de tourner ça comme étant un avantage concurrentiel vis-à-vis de SpaceX, pour ne pas les nommer, en disant, ouais, nous au moins, on est 24113, et on est propre. Quoi. Et enfin, une exception là-dedans, c'est la France. La France a développé sa propre loi. On est le seul pays à avoir une loi, une vraie loi. Tout le reste, c'est des standards, des guidelines, des codes de bonne conduite, des vœux pieux, etc. Le seul, c'est la loi spatiale française, donc, qui s'appelle le LOS, qui a été approuvée en 2008, applicable depuis 2010. Malheureusement, je vous rappelle, la France représente 2,7% des objets en orbite, donc évidemment, ça ne pèse pas énormément. Et donc, on a la chance d'avoir une réglementation très internationale, approuvée par tout le monde, très bien comprise par tout le monde, très mal appliquée, très très mal respectée. Pour le moment, le respect global de ces règles-là est de l'ordre de 20% au niveau mondial aujourd'hui. Donc, room for improvement, comme ils disent. Bon, ça c'est le premier truc, qui est fondamental. Bon, ça je peux passer. Le deuxième truc, c'est éviter les collisions. Donc éviter les collisions quand c'est faisable. Donc le premier truc qu'on peut faire, c'est on peut éviter une collision quand c'est une collision entre deux objets catalogués, parce que là on sait où ils sont, on sait où ils seront demain. Donc après c'est un petit peu compliqué de calculer la propagation dans le temps de la totalité des objets dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, et de voir s'il y a un risque de collision. Donc ça c'est un calcul que font mes collègues du C2O, Centre Ornithographie Opérationnelle du CNES, à Toulouse, une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger nos satellites. Et donc l'idée, c'est on fait une propagation dans le temps, on identifie un risque de collision. Alors, quand on a identifié le risque de collision, on va affiner... Est-ce que c'est ma planche d'après? Non. Oui? Non. Non, mais je reviendrai dessus après. On va affiner les calculs, on peut demander l'aide de radars supplémentaires, on peaufine nos calculs, on fait du filtrage au niveau des trajectoires de manière à affiner vraiment. Et si, à la fin, on confirme, oui, il y a vraiment un risque de collision, alors on manœuvre. Ça, c'est un outil qui s'appelle César, au CNES. C'est ce qu'on fait également pour chaque vol depuis Kourou. À chaque vol depuis Kourou, on vérifie qu'on ne fait pas poser un risque de collision majeur sur l'ISS. Mais évidemment, premièrement, c'est une protection partielle seulement, vu qu'on se protège contre les objets catalogués. Alors que tous les objets plus petits, un objet de 10 cm pas catalogué, ça a une énergie de 1 gigajoule, ça explose absolument n'importe quoi, et lui on ne le voit pas et on ne peut pas l'éviter. Et ils sont des centaines de fois plus nombreux que les objets catalogués. Secondo, c'est une activité très chronophage. Je prends l'exemple en 2017, par exemple, je n'ai pas encore les statistiques de 2018, mais en 2017, on a eu au CNES, on a eu 2,7 millions d'alertes collision. 2,7 millions, c'est une toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes, on a un message, attention, il y a un risque de collision, veuillez faire quelque chose. Donc, ce traitement de tous ces risques de collision a entraîné 13 manœuvres.
Donc ça, c'est un des points qui nous gêne beaucoup aujourd'hui, c'est toutes ces alertes de collision, c'est dans 99,99% des fausses alertes. Donc heureusement, tant mieux, hein, mais ce serait bien si on arrivait à avoir un peu plus de précision. Hein, c'est dû au fait que la précision des paramètres orbitaux qu'on a, typiquement, voilà, ça ressemble à des ellipsoïdes qui font plus ou moins 1 km de long et plus ou moins 100 mètres de rayon de côté. Donc il faut imaginer, c'est un truc, une espèce de banane volante de 2 km de long sur 200 mètres de large, dans lequel il y a un objet qui fait 4 mètres. Donc évidemment, quand on fait les produits de convolution, là, le risque de collision, ben on arrive à se faire peur assez vite. Pour le moment, on n'a pas de moyen d'améliorer ça. Il y a la station internationale, par exemple, a manœuvré 25 fois. En moyenne, on a une manœuvre par an par satellite dans le monde. Ah oui, allez, instant de... Sir, debris heading towards our comm satellite. The impact may cut off communications with ground forces. Launch avoidance maneuver. Il est clair que le C2O à Toulouse, c'est un peu moins bien que ça, mais c'est vachement efficace quand même. Mais voilà, on fait un peu à quoi ressemble le travail de l'alerte collision tous les jours. Donc les informations dont on dispose aujourd'hui, essentiellement, c'est le réseau Space Surveillance Network des Américains. Ils ont 29 télescopes et radars disposés un peu partout dans le monde, plus quelques satellites, et donc qui permettent de suivre très bien, d'avoir une très bonne couverture de toutes les orbites. Donc le seuil typique de catalogage, je l'ai déjà raconté avant, donc c'est typiquement 10 cm en orbite basse, 1 mètre en géostationnaire. Alors là-dedans, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Allez, je commence par la mauvaise nouvelle, c'est sur les 29, il y en a plein qui vont disparaître bientôt, simplement parce que ce sont des radars qui avaient été développés pendant la guerre froide, et qui sont horriblement chers à entretenir, et qui sont obsolètes, et donc qui vont disparaître. Simplement, de plus, il y en a pas mal dans le nord ici, qui ne seront plus entretenus, qui vont disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau radar, qui est le trait rouge ici, qui s'appelle le Space Fence, alors qui en fait c'est un peu plus compliqué. Il y a un morceau de radar ici, un morceau à Hawaï, qui devrait améliorer la précision, et donc au lieu de détecter 10 cm, on devrait détecter des débris on devrait cataloguer des débris de 5 à 3 cm. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir 20 000 objets dans le catalogue, on en aura 200 000. Donc au lieu d'avoir 2,7 millions d'alertes collision, on en aura, enfin, je sais pas, voilà, beaucoup plus. Bon, ça, je vais sauter. Voilà les moyens, alors ça c'est les moyens d'observation, ça c'est les moyens qui sont finalement partagés par le monde entier sous forme de catalogue public qui s'appelle www.spacecraft.com, vous pouvez aller chercher chez vous, et qui donne la liste des 20 000 objets catalogués et remis à jour en permanence avec les orbites, leur petit nom, tous les paramètres orbitaux en fonction du temps. Par contre, aucune garantie concernant les dons. Il y a des objets qui y sont, qui disparaissent, qui reviennent, on ne sait pas pourquoi. Il y a des objets militaires qui ont disparu. Alors, heureusement, la France a un avantage majeur là-dessus, c'est qu'on a des moyens, notamment on a un radar, qui s'appelle le radar GRAVE, Grand Réseau Adapté à la Veille de l'Espace, qui est à Dijon, enfin l'émetteur est à Dijon, le récepteur est dans les Alpes, et qui permet finalement de couvrir une bulle de l'ordre de 2000 km de rayon au-dessus de la France, et de très bien détecter tout ce qui s'y passe. Et donc ça, nous avons les moyens en France, on a notre propre catalogue. Du coup, on a eu des relations privilégiées avec les Américains qui nous permettent d'utiliser leurs moyens si on en a besoin, etc. Et donc ça, ce sont des moyens dont on sert, nous, quand on a une alerte collision, qu'on veut peaufiner pas mal. Il y a d'autres radars, il y a les radars qu'on appelle le réseau SATAM,
Ici, on peut se servir du bâtiment Le Monge, et on a un accord avec les Allemands pour un radar d'imagerie qui s'appelle le TIRA, ici, qui est du côté de Bonn. En plus, on a 3, bientôt 4 télescopes qui s'appellent TARO, et qui, alors il y en a un au Chili, il y en a un au plateau de Calerne, il y en a un à La Réunion, et il y en aura bientôt un, je crois, en Australie, et donc qui permettent de couvrir toute l'orbite géostationnaire. Les télescopes, c'est très bien adapté pour le suivi de l'orbite géostationnaire. Donc, on a des moyens, c'est très important, primo, pour connaître les objets, mais secondo également pour avoir une place autour de la table, pour en discuter. Pour l'anecdote, dans le catalogue américain, jusqu'à ce qu'on ait ça, il y avait tous les satellites militaires français, notamment. Alors on disait, quand même, on est alliés, c'est pas sympa de les mettre dans le catalogue. Ah ouais, vous savez, on les voit, donc on les met. Puis là, là est arrivé le grave, et là on a détecté tous leurs satellites, les keyholes et tout, et donc on leur a dit, très bien, mais donc on va les mettre dans notre catalogue public et tout. Ah, vous savez, on les voit, donc on va les mettre. Puis le lendemain, tous les satellites militaires français avaient disparu du catalogue. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est de la diplomatie amicale. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Alors, on travaille énormément sur un truc qui s'appelle Just-in-Time Collision Avoidance, l'évitement juste à temps de collision. Si j'ai des objets, si j'ai au moins un objet qui est manœuvrant, et qu'on détecte une collision, lui il peut manœuvrer. Voilà. Malheureusement, les objets manœuvrants, donc les satellites actifs, donc 1500 sur une population de 20 000 catalogués, bon, c'est rare. Le plus probable, c'est d'avoir un risque de collision entre deux objets catalogués, non manœuvrants. Et là, on ne peut rien faire. On peut juste regarder, pointer la caméra de télé dans la bonne direction, de manière à filmer la collision. Regardez, vous allez voir, ça va être sympa. Et donc, on est en train de travailler beaucoup sur la possibilité d'aller dévier très légèrement l'orbite de l'un des deux gros débris. Donc le principe c'est, je détecte que dans 48 heures, 72 heures, j'ai une probabilité de collision entre deux très gros débris non manœuvrants. Voilà, et donc l'idée c'est, je peaufine mes calculs, de manière à être sûr de moi quand même, et 24 heures avant, je déclenche une manœuvre de déviation du débris. Il y a différentes manières de le faire. Bon, par exemple, nous, on avait posé un brevet de création d'une atmosphère artificielle devant le débris. Alors c'est quoi? J'ai une fusée son qui monte et qui juste va cracher un nuage de gaz et de particules devant l'un des deux débris. Et la traversée du débris à travers ce nuage va suffire à freiner un petit peu, et ce freinage est suffisant, propagé pendant 24 heures par exemple, est suffisant pour éviter une collision. Et ça marche très bien sur le papier. Pour les puristes, c'est marrant, si on veut avoir une marge de 1 km en agissant 24 heures avant, il faut une modification de la vitesse du débris de 4 mm par seconde. Par rapport à ces 8 km par seconde, 4 mm par seconde, c'est 3 fois rien. Vraiment, on souffle dessus, ça suffit à dévier suffisamment pour avoir un évitement de collision. Et donc ça, on fait ça comme ça, donc nuage de particules devant le débris, donc ça on travaille beaucoup là-dessus avec les Américains, ou bien un laser orbital, ça c'est également étudié avec les Américains. On a un laser en orbite qui tire sur un débris, et donc c'est un laser à impulsion, et qui dépose une énergie très très élevée, jusque très locale, qui va sublimer localement le débris, générer un petit nuage de plasma. Ce petit nuage de plasma agit comme un moteur fusée et va freiner le débris. Et donc on fait hop, et ça freine le débris, et ça suffit pour éviter la collision. Alors ça c'est amusant, parce que ça c'est un truc que j'avais travaillé beaucoup avec Claude Phipps, qui est un Américain, qui est le pape de l'interaction laser-matière aux États-Unis, et que j'avais travaillé pas mal également avec Polytechnique. Donc on avait déposé un brevet ensemble avec un gars de Polytechnique qui s'appelle Gérard Mourou, et donc au CNES on m'avait regardé, on me dit oh là tu sais, laser, tes lasers, on n'aime pas beaucoup. Puis Gérard a eu le prix Nobel. Alors là du coup, tiens, c'est vachement bien ton truc, attends, il faut vraiment qu'on le regarde, et donc c'est quelque chose qui a tout à fait le vent en poupe en ce moment. On a même fait un colloque avec Gérard Mourou dédié à laser et débris. On a fait intervenir un peu le monde entier pour voir un peu comment on pourrait
se servir d'un laser en orbite. L'idée étant, par exemple, on va jusqu'à ce qu'on appelle le LDTM, Large Debris Traffic Management, qui est, j'ai un satellite laser dans la population de débris et qui tire sur un débris, non pas au moment où il devient dangereux, mais dès qu'il sort un petit peu du troupeau. Allez, en caricaturant, je dis, mon troupeau, si un individu de mon troupeau génère un risque une chance sur 10 000 de rentrer en collision avec quelqu'un, c'est bon, je ne bouge pas. S'il génère un risque une chance sur 100, voilà, il faut que je le bouge. Et une chance sur 100, ça commence à devenir beaucoup. Donc l'énergie à mettre là-dedans commence à être élevée. Donc l'idée, c'est, je tape entre les deux, une chance sur 1000, ben, je dis, bon, lui, il peut devenir dangereux, donc je vais le corriger et le ramener à une chance sur 10 000. Et donc l'idée, c'est d'avoir un laser en permanence en orbite, qui finalement, ben, c'est le chien de berger, et qui vérifie que toutes ces brebis restent bien cohérentes en pack ensemble, et donc il les ramène. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très prometteur. On regarde beaucoup au niveau international, le LDTM. Ok, puis après, il y a alors ce qu'on appelle le nettoyage actif de débris, le retrait actif de débris, Active Debris Removal, où on montre, il y a eu pas mal d'études là-dessus, montrant que si on est propre, déjà, hein, c'est la première condition, donc si on respecte correctement toute la réglementation internationale telle que je l'ai décrite avant, malheureusement ça ne suffit pas, je vous l'ai décrit, je vous l'ai montré, parce qu'à cause du syndrome de Kessler, on a une augmentation. Donc pour tuer le syndrome de Kessler et rester stable, il suffit d'aller retirer 5 à 10 gros débris par an. Donc ça c'est un peu contre-intuitif, hein, des gros débris, je vous ai dit, il y en a 30 000. Hein. Et il suffit d'aller en chercher 5 à 10 pour stabiliser la population. Là c'est facile, c'est parce qu'on va chercher les 5 à 10 les pires. Bien sûr, je vais chercher les très gros au mauvais endroit et ceux qui sont le plus prompts à fournir, à régénérer des tas de débris. Donc là, on a une liste de débris à aller chercher en priorité. On a, par exemple, il y a 59 étages supérieurs de Zénith, hein, Zénith, le gros lanceur russe, et qui sont plus gros que la station de Tiangong. Hein. On a des Tiangong, on a bien pire en magasin. Hein. Et donc, là, voilà, ceux-là, ils font courir un risque de collision très très élevé. Typiquement, une fois par mois, il y a un passage de 2 étages Zénith à moins de 100 mètres l'un de l'autre. Donc bon, 100 mètres, c'est déjà pas mal, hein, mais 100 mètres, c'est pas forcément beaucoup. Donc on se dit, mais ce serait bien si on pouvait quand même, l'un des deux, le descendre pas mal, de manière à diminuer fortement ce risque. Voilà, donc là, il y a plein de solutions, énormément de solutions techniques, hein, beaucoup inspirées de la pêche au gros, donc un filet, ou un harpon, ou des grappins. Hein, vous avez peut-être vu donc l'expérience qui s'appelle Remove Debris, qui a été lancée par le CERESAT en décembre dernier. Non, tout en décembre. Enfin, ils ont mis un certain temps avant de faire leurs expériences. Et là, il y a 10 jours, ils ont lancé un harpon justement sur une cible représentative d'un satellite. Donc il y a tout un développement de technologies liées au nettoyage orbital. Malheureusement, c'est pas trop crédible. Donc c'est à l'étude depuis plus de 10 ans. Par exemple, des solutions du genre d'un filet, on sait que ça pourrait marcher, mais qui serait assez fou pour aller payer une expérience de ce genre? Par exemple, là dans le dessin, c'est un projet qui s'appelle ED-Orbit, de l'Agence spatiale européenne, visant à aller désorbiter le satellite Envisat. Envisat, c'est un très gros débris qui est à 800 km d'altitude, qui a la taille d'un bus, 8 tonnes, 8 mètres, et qui est là-haut pour 200 ans, et qui est mort depuis 2012 maintenant. Et donc il y a une probabilité de collision dans les 200 ans qui viennent qui est très forte. Si par hasard il survit de la collision, là, il y a une probabilité de tuer quelqu'un au sol qui est bien significative. Donc l'idée c'est d'aller le rechercher pour le désorbiter. Donc il y a tout un projet à base de filets ou harpons et autres, et on s'est rendu compte que ce n'était pas finançable. C'est pas finançable, notamment parce que ces techniques du genre filet et autres, à part aller attraper des gros débris, ça ne sert à rien, on ne peut pas s'en servir autrement. Et donc là, on y a cru beaucoup, le truc est retombé un peu, et a redémarré très fort avec ce qu'on appelle les Space Tug. Alors les Space Tug, les remorqueurs orbitaux, c'est quelque chose qui va commencer à voler cette année.
c'est des véhicules orbitaux multiservices. C'est la camionnette Darty, dont je fais pas de pub. Mais le lundi, il va re-remplir un satellite. Le mardi, il répare un autre satellite. Le mercredi, il va inspecter un satellite. Le jeudi, il s'accroche au satellite, il le change d'orbite. Et le vendredi, ben, quand même après une dure semaine de labeur, il se désorbite. Il vient être propre. Et là, ce qu'on lui dit, ben, c'est quand tu te désorbites, ben, tu récupères un débris au passage et tu le descends avec toi. Et là, ça veut dire qu'on peut imaginer réellement qu'il y aura une désorbitation active de très gros débris à un coût marginal, vu que la fonction principale n'était pas celle-là. Et ça, actuellement, il y a 3 gros Space Tug en cours de développement, un chez Airbus et 2 aux États-Unis, un pour la NASA et un par ATK. Et celui d'ATK doit voler très prochainement et aller re-remplir un vieux satellite Landsat 7. Et puis, bien sûr, on a nos projets avec Polytechnique. On a des idées Ça, c'est sympa. Ça, c'est en orbite géostationnaire. C'est les collègues de l'Université du Colorado qui ont imaginé voilà, un gros débris. Voilà leur chasseur. Et le chasseur est équipé d'un canon à électrons. Il tire sur le débris avec son canon. Donc, le débris se charge en négatif. Lui se charge en positif. Lui qui a perdu ses électrons. Donc, ils se tirent mutuellement. Et lui, par contre, il est équipé de petits moteurs qui permettent de garder toujours la même distance entre le chasseur et le débris. Donc finalement, il a généré une laisse virtuelle électrostatique qui permet de tirer le débris comme il veut. C'est beau? C'est sympa. Ça permet de résoudre plein de problèmes, parce qu'évidemment, les débris ne sont pas très sympas, ils tournent sur eux-mêmes. On ne sait pas très bien quel est leur état, si quand on les touche, si ça explose, donc c'est pas très bien. On ne sait pas vraiment leur couleur. Donc, par exemple, pour faire un rendez-vous avec une caméra optique, si on s'attend à avoir du blanc sur fond noir, mais que l'objet est noir, ben, il faut trouver un fond blanc pour que ça marche, etc. etc. Et ça, la laisse électrostatique, ça marchait pas mal du tout, parce que finalement, ça permet presque dans le vague de tirer globalement dans une bonne direction. Et même si l'objet tourne sur lui-même, même s'il est fragile, on arrive à le tirer. Ça, bon, voilà d'autres exemples de retrait actif de débris. On peut augmenter la surface du débris. Vous vous souvenez, quand je parlais de la pression dynamique, la pression dynamique est proportionnelle à la surface de l'objet. Donc si on augmente fortement la surface de l'objet sans en changer la masse, on va augmenter le freinage, donc il va descendre beaucoup plus vite. Donc, typiquement, si on augmente d'un facteur 10 la surface de freinage, il va descendre 10 fois plus vite. Donc voilà, donc il y a des airbags qui ont été développés, qui n'ont pas encore été déployés dans l'espace. Voilà, même les Russes s'y sont mis. Voilà, la capture par filet. Ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Ça, c'est mes amis de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc ils ont lancé un petit satellite qui s'appelle SwissCube. Ça devait être en 2008. Premier satellite suisse, fabriqué par l'EPFL. Et malheureusement, ils l'ont lancé sur une orbite très stable, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience encore à cette époque-là des contraintes, et donc ils l'ont lancé à 800 km, donc il est là-haut pour 200 ans. Et les Suisses, c'est propre. Donc ils se sont dit, ben, c'est pas bien, on va aller le rechercher. Et donc ils sont en train de développer un chasseur qui s'appelle Clean Space One, dont la finalité va être d'aller récupérer le SwissCube et de le redescendre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est l'équipe de Muriel Richard, professeur Muriel Richard, et il travaille à fond là-dessus. Ça a acquis un statut de flagship à l'EPFL, c'est-à-dire programme prioritaire. Ils ont plein de fric, ils vont le faire, ils ont des sponsors très connus, qui fabriquent des montres, et qui financent très bien. Donc ça, si tout se passe bien pour cette équipe-là, ils devraient voler en 2022, et donc être les premiers à réellement, effectivement, aller chercher un débris. Bon, certes pas gros, mais très belle démonstration. Bon, puis là, j'ai pas le temps de vous décrire les câbles électrodynamiques. Là, on avait regardé ça au CNES en 2009, CNES avec Toulouse également. Donc on s'était dit, ben, faisons un truc par musée du tout, vraiment force brute. Qu'est-ce qu'on saurait faire avec la techno qu'on a déjà démontré aujourd'hui? Donc on est parti d'une pleine charge d'Ariane 5 et dérivé d'un ATV. Donc ici, on a le module propulsif de l'ATV avec un peu plus d'ergol, les communications, la baie avionique, le contrôle d'altitude, la génération de puissance solaire. Et devant, à la place du module pressurisé et autres,
on a un plateau sur lequel on a deux bras robotiques. Le bras robotique principal, c'est celui qui permet de capturer le débris. On capture le débris et on le met juste à proximité du chasseur. Et là, on sert d'un deuxième bras robotique qui est plus petit et qui va aller chercher un des kits de désorbitation, c'est tous ces petits machins bleus là, le déraquer et l'enfoncer dans la tuyère du débris, comme ça. Ici, vous voyez la tuyère ici, la chambre de combustion ici, le col du moteur est ici, et donc il y a un système de parapluie extensible à l'intérieur du divergent et qui permet finalement de coller un propulseur solide à l'intérieur du débris. Ici, l'avantage ici, c'est que c'est bien aligné avec le centre de gravité, donc on n'a pas de problème. Puis après, le chasseur s'éloigne, on allume le kit de désorbitation, ça désorbite, et le chasseur va chercher le suivant. Et donc quand on a fait l'étude, là, on est tombé sur le fait que une pleine charge Ariane 5 permet d'aller désorbiter 16 gros débris. Donc vous voyez, on dit il faut aller en chercher 5 à 10 par an, facile, c'est une Ariane 5 tous les 2 ans, à peu près. Malheureusement, une Ariane 5 par an, avec tous les 2 ans avec tout ça, c'est cher. Donc c'est cher. L'idée typique, c'est qu'il faudrait payer 10 à 20 millions d'euros par débris. Voilà c'est vraiment, vous voulez vous débarrasser de votre voiture, c'est très bien, vous l'avez payé 20 000 euros, il faut payer 50 000 pour vous en débarrasser, mais ça ne marche pas. Donc, là, c'est vraiment là où on a un problème de financement, sur lequel on n'a pas baissé les bras. Donc il y a 4 schémas de financement identifiés aujourd'hui. Le premier, c'est une conscience environnementale internationale, mission ONU, on l'appelle ONU-SAT, un premier programme spatial global. Alors global, ça veut dire quoi? C'est le lancement est chinois, la robotique est japonaise, le centre de contrôle est français, bien sûr, la propulsion est indienne, la structure est ukrainienne, etc., etc. Donc on fait tous ensemble. Déjà le fait qu'il y ait pas mal de pays qui soient moins chers en termes de main-d'œuvre que nous, fait qu'au lieu d'être 10 par débris, ça deviendrait 5 par débris. Puis après, chacun paye sa part. Donc, je sais pas, le CNES, on paierait 10%, par exemple. Donc ça ferait, on paierait 500 000 euros par débris. On veut en sortir 5 par an, ça fait 2,5 millions d'euros par an. Le budget du CNES, c'est 2,5 milliards d'euros par an. Donc ça, le nettoyage de notre côté, ça coûterait 0,1% de notre chiffre d'affaires, de notre budget. Bon, c'est peut-être jouable. Le problème, c'est méchamment naïf, parce qu'avant d'aller convaincre les militaires chinois, les militaires américains, les Russes, qu'il faut payer, bon là, il faut se lever. Donc on travaille là-dessus, pas mal, il y a un groupe de travail au niveau de l'ONU, on ne désespère pas, mais c'est pas trop bien parti. La deuxième possibilité, je l'ai abordé déjà tout à l'heure avec la notion de Space Hug, c'est des missions ciblées selon leur intérêt économique, donc un service payant. Il y a un qui est tout à fait intéressant, donc ce soir, comme tu l'as dit, on va lancer OneWeb. OneWeb, donc les 6 premiers satellites d'une méga constellation sur laquelle je vais revenir dans 2 minutes, et où eux vont se placer à 1200 km d'altitude, orbite excessivement stable, 2000 ans de durée de vie, et donc ils se disent, mais bon, on ne tombera jamais en panne. Mais si par hasard on tombait en panne, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas laisser un ou N satellites sur notre orbite opérationnelle pendant 2000 ans. Donc ils ont mis une poignée sur leur satellite. Une poignée, et ils ont signé des contrats avec des start-up pour aller les chercher et les désorbiter au cas où. Donc il y a, comme start-up, il y a D-Orbit en Italie, il y a Astroscale à Singapour, il y a Airbus, une petite start-up. Donc pour le moment, voilà le principe du truc, c'est donc là, il y aurait bien un service de nettoyage orbital payant. D'ailleurs, OneWeb a bien dit, nous, on n'est pas une société de camions poubelles. Donc on passe par une société qu'on va payer pour aller. Donc ça peut marcher. Ça peut marcher également en géostationnaire. Géostationnaire, on est vraiment sur un problème de place de parking. C'est-à-dire que le géostationnaire est très encombré. Et si vous avez un slot qui est à vous, je sais pas, par exemple 19 degrés est, si ça c'est à vous et que là-dessus vous avez un satellite qui est mort, vous ne pouvez pas le remplacer par un autre, la place est déjà prise. D'ailleurs, à propos de 19 degrés est, qui doit être un truc de SES, ils ont 7 satellites quasiment au même endroit, opérés par le même opérateur,
et qui fait un balai formidable. Les 7 bougent exactement en même temps. C'est vraiment parfait, c'est vraiment très très beau à voir, je sais pas sur l'écran. Et là-dedans, au milieu des 7, il y a un zombie, un 8e, qui passe de temps en temps. Il y a un vieux satellite mort, militaire américain. Là, les SES, ils sont prêts à payer très cher pour qu'on aille les débarrasser de ça, de manière à ce qu'ils n'aient plus à se préoccuper de faire des manœuvres tout le temps pour éviter celui-là. Voilà, donc là, il y a un marché, alors potentiellement limité, c'est crédible, on va voir comment ça démarre. Il y avait la troisième possibilité, c'était de dire pollueur-payeur, hein, bien sûr, ça c'est classique. Si on a besoin d'argent, ben on va chercher, donc on taxe chaque opérateur, donc on s'est dit on va taxer chaque opérateur ne respectant pas la réglementation internationale. On a même dit, ce qui serait bien, c'est on fait payer à tout le monde, avant toute opération spatiale, on fait payer une taxe, et qu'on rembourse si ça se passe bien, au niveau de la mission. Par exemple, on lance un nouveau lanceur, on sait tout de suite s'il va être bien, s'il va respecter ou pas la réglementation. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est, il la respecte, très bien, on vous rend votre argent, et en plus, on vous met une prime de propreté, hein, de manière à inciter. Donc ça pourrait marcher. Par contre, il faut définir un rôle de police. Et là, comme disent mes amis américains, c'est je ne vois pas encore tout à fait un policier chinois aller taxer Elon Musk. Voilà. Donc, bon, là, on s'est dit peut-être que ça pourrait être un rôle d'assureur. Peut-être que les assureurs, typiquement, pourraient augmenter la prime d'assurance et la rembourser si l'opération est correcte, etc. Bon, et puis le quatrième, je ne vais pas venir dessus parce que c'est un peu long à expliquer. Indépendamment des aspects financiers, on a plein de barrières politiques. Il est clair que c'est proche des activités militaires en orbite. J'ai très très fréquemment la question qui est, mais quand même, qu'est-ce que tu fabriques là, c'est du militaire en orbite ce que tu fais et tout. Et j'ai même eu la question très, très précise de la part des militaires en disant, mais qu'est-ce que vous faites là avec vos engins, vos lasers et tout, pourquoi faire, vous faites du militaire. Et j'ai été obligé de me justifier en leur expliquant, mais vous savez, je fais tout ça juste pour préserver vos satellites. Ah ouais, on n'avait pas vu ça comme ça. Bon. Mais, donc bref, par exemple, la notion de laser dans l'espace, aujourd'hui, c'est complètement exclu. Il faudra vraiment un changement de mentalité. Bon, et puis on a pas mal de problèmes légaux. Je, français, j'ai pas le droit de toucher un objet qui ne soit pas français. Donc je développe un système très bien pour aller chercher le zénith dont je parlais, qui est russe ou soviétique, et j'ai pas le droit d'aller le chercher. Et on ne sait même pas, même si les Russes nous autorisaient à aller le chercher, au point de vue de la loi 67, 72, 76, peut-être même que cette signature ne suffirait pas à me dédouaner. Donc, je suis le gentil qui va chercher un méchant russe et qu'il descend, et au passage, j'ai une collision avec un Américain, qui est responsable là-dedans. Le Russe dira, si vous ne m'aviez pas touché, je ne serais pas rentré en collision. Et moi, je dirais que je faisais le possible pour essayer de préserver tout le monde, y compris l'Américain, mais enfin, ça se passe pas bien. Donc ça occupe énormément. Donc, ça occupe un troupeau de juristes et d'avocats qui s'amusent beaucoup avec ces sujets-là. Donc ça, c'est des actions qui sont en cours via un groupe de travail ad hoc au niveau de l'IA, donc l'Académie internationale d'astronautique. Et si ça vous intéresse, je vous ai ramené une dizaine d'exemplaires. Vous pouvez vous servir à la fin, et s'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, je ne voulais pas me trimballer avec trop non plus. J'en ai plein au bureau, donc surtout n'hésitez pas, si vous voulez en recevoir un, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par courrier. De manière à avoir une synthèse globale. Dernier truc, j'ai presque fini, promis. Dernier truc, on s'est dit qu'il serait bien de recycler. Ils sont là-haut, on a eu un mal de chien à les envoyer là-haut, est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose? Donc on a regardé, et malheureusement, les perspectives sont très limitées. Les matériaux les plus communs, c'est de l'aluminium. L'aluminium, ça vaut 2 € le kilo. Des carbones. Et en plus, généralement, ils vieillissent mal en orbite. Par exemple, ils sont constellés de petits trous, de petits impacts, de micrométéorites ou de petits débris. Donc en plus, ils vieillissent mal avec les effets des ultraviolets, de l'oxygène atomique, etc. Donc c'est pas forcément de l'aluminium de première qualité qu'on pourrait récupérer l'eau. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Essayer de ramener des matériaux quand même plus nobles, je sais pas, des miroirs en beryllium, les ramener au sol. Bon, c'est terriblement difficile pour ramener des débris au sol. Il faudrait des capsules, il faut des boucliers thermiques, parachutes, aller les récupérer.
l'équation financière globale est immédiatement négative. Donc ça marche absolument pas, les coûts sont complètement prohibitifs. Alors après, on s'est dit, on pourrait les réutiliser en orbite. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait marcher, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation après la panne d'un satellite. Par exemple, donc on va avoir les 600 satellites de OneWeb. Imaginons que ça ne se passe pas exactement comme il le voulait, et le satellite numéro 132 a perdu son moteur. Pas de chance, je sais pas, peut-être un impact de débris. Et le numéro 244, lui, c'est son panneau solaire qui marche plus. Donc on se dit, ce serait bien d'aller récupérer le moteur du 244 et de monter, ou bien de prendre le panneau solaire du 132 et de monter sur le 244. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation après panne d'un satellite. Alors il est évident que si c'est pas prévu pour, c'est vachement compliqué à faire, parce qu'il faut des pinces coupantes et tout, mais les Space Tug qu'on a vus, qui arrivent maintenant, ils ont les pinces coupantes, ils ont même des trucs pour découper les protections thermiques et même pour les ressouder après l'opération. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais néanmoins c'est un équilibre économique qui est très très complexe à trouver. Il faut vraiment arriver à démonter, il faut que le jeu envahisse la chandelle. Pour reprendre l'exemple de OneWeb, en principe le coût récurrent, donc le coût individuel d'un satellite, est très très nettement inférieur, un satellite neuf, très très nettement inférieur au coût que coûterait une telle opération. Donc ça ne vaut pas la peine du tout. Dernier truc, c'est le recyclage en orbite. Alors, c'est pas facile, parce qu'évidemment, le débris n'est pas là où vous le vouliez. Et donc, sans rentrer dans les détails de mécanique spatiale, on a énormément de mal à changer de plan d'orbite, énormément de mal à changer d'inclinaison d'orbite. Donc, si le débris n'est pas pile aligné avec ce pourquoi vous voulez l'utiliser, c'est extrêmement coûteux. Donc, on aura énormément de mal à le faire. Puis après, il faut préparer les débris pour une nouvelle utilisation. Donc on a regardé beaucoup comment s'en servir comme matériau primaire pour des imprimantes 3D. L'idée, c'est, j'ai un robot qui capture mon étage supérieur qui fait 5 tonnes en aluminium. Okay, je découpe des tôles, je le fourre dans une espèce de four qui est chauffé par des panneaux solaires ou par des réflecteurs solaires directement, et qui va ramollir fortement la tôle. Il ne faut pas le faire fondre complètement, parce que le liquide en orbite, on n'aime pas trop, il ne faut pas le vaporiser non plus, parce que je ne saurais pas trop quoi en faire. Mais quand il est devenu bien mou, à ce moment-là, j'ai une espèce de piston qui va l'extruder, comme du spaghetti, et l'enrouler sur un tambour. Et ce tambour de fil d'aluminium peut servir pour une imprimante 3D, par exemple telle que celle-là, qui est maintenant dans la station internationale. Donc ça, on regarde, c'est pas évident quelle est la qualité du fil, est-ce que le fil sera réellement utilisable correctement, est-ce qu'il faudrait le débarrasser. Je prenais l'exemple de mon étage, mais c'est pas de l'aluminium, c'est de l'aluminium avec de la colle dessus, et de la protection thermique dessus, et des gouttières dessus. Donc comment est-ce que je me débarrasse de tout ça, comment est-ce que je prépare tout ça? On le regarde, mais c'est pas... Et le dernier truc, bon, c'est moins noble, c'est tout simplement que je découpe des grandes tôles, et je m'en sers comme blindage pour les satellites sensibles, notamment toutes les stations spatiales qui vont arriver. Vous savez probablement qu'avec le tourisme spatial, il y a plein d'hôtels orbitaux qui vont arriver, et là, pour se protéger contre les débris, l'idéal, c'est d'avoir des couches de métal devant. Et donc là, on pourrait tout simplement se servir de ces tôles-là pour ça. Mais globalement, c'est amusant, c'est quand on regarde tous ces trucs-là, à la fin on en déduit, j'avais dit il y a 8000 tonnes, 7800 tonnes, peut-être 4000 tonnes en orbite basse, 4000 tonnes à 2 euros le kilo, donc 2 kilo-euros la tonne. J'ai dit 4000 tonnes, je suis à 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, ça ne paye même pas la première manip pour aller chercher un truc. Donc on trouve aujourd'hui les masses sont trop faibles, donc j'en déduis il y a trop peu de débris. Donc il faut regarder un petit peu plus. Donc, en conclusion, on a quelques inquiétudes. Premier, c'est que la réglementation internationale, depuis 1995, est très très mal respectée. Si on regarde vraiment globalement toute la population orbitale, on en déduit que globalement 64% des missions LEO, Low Earth Orbit, orbite basse, respectent les règles. Et quand on regarde, quand on creuse un petit peu, notamment il y a tous les CubeSat, qui sont des tout petits satellites, souvent étudiants, qui sont lancés à très très basse altitude et donc qui rentrent très vite. Donc eux, ils respectent naturellement les 25 ans, ils n'ont pas de propulsion à bord, donc ils ne risquent pas d'exploser. Donc ils sont naturellement
compliant, respectueux des règles. Donc si eux, je les élimine et que par exemple je regarde juste les satellites qui sont à plus de 600 km, là j'ai que 17% de satellites qui respectent les règles en orbite basse. Et si je regarde les gros satellites qui font plus de 100 kg, j'ai que 6%. Donc pour le moment, ça c'est notre souci numéro 1, c'est on prêche dans le désert. C'est pas le seul sujet, hein. Il y a les réchauffements climatiques dont on a bénéficié aujourd'hui, hein, c'est clair. Mais bon, aujourd'hui, quand même, le vrai problème qu'on a, c'est prendre notre bâton de pèlerin et faire le tour de tout le monde. Tout le monde étant, une fois de plus, les militaires chinois, russes, américains, pas nous, pour aller leur expliquer que c'est pas bien et qu'il faut qu'on progresse. On a encore plein de fragmentations. Deuxième point, on a un très grand nombre de CubeSats. Les CubeSats, c'est des nanosatellites qui sont très commodes parce que c'est très peu cher à fabriquer. Vous avez des centrales d'achat où vous pouvez acheter, vous voulez acheter une centrale inertielle pour un CubeSat, très bien, ça se trouve sur Internet, 1200 €, vous achetez ça, vous montez, c'est déjà qualifié. Et donc on peut faire plein de trucs avec ça. Hein. Par exemple, alors ça j'ai ici, voir si j'arrive à l'accélérer un tout petit peu. PSL received with the CarbonSat 2 series spacecraft and one of three co-passenger nanosatellites. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin du texte, sauf ceux qui parlent en indien. Si vous comprenez l'hindou, je vous laisse le texte. Oui, donc ça c'était le lancement d'une fusée indienne qui s'appelle PSLV et qui... donc là il y a les différentes phases de vol, on voit les séparations. Et là on arrive à la séparation des satellites principaux. Ça c'était Cartosat, c'était le satellite principal, plus deux satellites de taille moyenne. Et après ils sont arrivés à la phase du largage des CubeSats. Et le total sur cette mission-là, il y en avait 104. Et donc il faut imaginer, voilà les CubeSats qui sont littéralement juste balancés par-dessus bord, sans aucun contrôle. Ils n'ont pas de propulsion à bord, ils sont complètement incontrôlables, ils sont petits, on ne les voit pas bien, on n'est pas capable correctement de les cataloguer. Croyez-moi, une image comme ça, avec une vingtaine de satellites actifs en même temps sur une même photo, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction, on n'avait jamais vu ça. Et maintenant, quand on s'étonne de ça, les Indiens disent juste, vous en faites pas, on fera bientôt 150. Voilà. Et donc, c'est des lancements très peu chers, finalement, parce que c'est indien, le PSLV n'est pas cher, c'est du satellite complètement secondaire, parce que c'est vraiment sur le PSLV, les Indiens avaient d'abord mis leur gros satellite, puis après, il restait de la place, donc ils ont dit, venez, mettez les vôtres, pas cher, et puis voilà. Et donc, ça a permis de faire des lancements comme ça. Ça, c'est les Indiens, mais SpaceX, ça fait exactement pareil, avec, je crois, il y en avait 68 il n'y a pas très longtemps, et c'est une pratique qui est en train de se développer complètement. Hein. C'est vraiment du satellite qui vaut, au développement, ça vaut 10 000 €. Au lancement, après, il faut rajouter 5 000 €, voire même moins. Ça dépend complètement. Si vous avez un lanceur qui part avec, je sais pas, une tonne de marge, il la donne, la tonne. Et ça donne des situations comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dérange, c'est quelque chose qui nous gêne, c'est quelque chose qu'on encourage parce que c'est de l'activité spatiale donc intéressante. Hein. Il y a une activité, c'est bien par exemple pour nos étudiants, etc. Mais ce qu'on essaie de légiférer de ce côté-là, c'est de dire, si vous n'avez pas de propulsion à bord, pas de problème, vous lancez à basse altitude. Donc on est en train d'essayer d'imposer que ce soit systématiquement inférieur à 600 km. 600 km, il y a beaucoup moins d'objets, et donc le risque de collision est beaucoup plus faible, et puis la durée de vie en orbite est franchement réduite. Le deuxième point, c'est les méga constellations de satellites. Donc il y a des milliers de satellites prévus dans les années à venir. La FCC américaine a enregistré 20 000 demandes d'ici fin 2020. 20 000 demandes, je vous rappelle, aujourd'hui on a 1500 satellites actifs au-dessus de nos têtes. Donc 20 000, bon, ça multiplie. Alors, il faut raison garder. La FCC dit également, donc j'ai 20 000 demandes, donc il y aura entre 0 et 20 000 nouveaux satellites d'ici 2020. On verra si ça marche, on verra comment... s'ils arrivent à boucler leur tour de table financier. Donc voilà par exemple un lancement complet de OneWeb, les fameux OneWeb
Donc là, c'est 36 satellites par lancement. Donc c'est des satellites qui sont quand même assez gros, c'est la taille d'une machine à laver, 150 kg, 36 par lancement, donc c'est un lancement par Soyuz. Attendez, donc je vérifie ça. Voilà. Voilà une image de ce. Je vais arrêter tout de suite là, parce que l'image n'est pas triviale à comprendre. Ici, vous avez la Terre. Okay, chaque point noir, c'est un satellite, c'est un OneWeb. Okay, et donc, chaque trait comme ça, c'est une orbite. Donc, par exemple, lui, il est en train de se déplacer sur ce plan orbital. Le cône que vous voyez en dessous, c'est étonné que c'est des satellites émetteurs qui ont comme vocation de distribuer de la 5G, de l'Internet au sol. Voilà le cône de distribution vers le sol et le cercle, ici, le disque, qui est arrosé par ce satellite. Donc l'idée, c'est évidemment d'arroser la Terre entière. Et ce qui nous interpelle un tout petit peu, c'est le passage là. Ici, il y a un satellite qui passe toutes les 7 secondes. Donc il faut pas se rater. Parce que s'il y en a un qui est un petit peu en retard, un petit peu en avance, qui n'est pas exactement au bon endroit, qui a eu un problème, je sais pas, un problème avec sa propulsion, et donc qui n'est pas exactement... Là, qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, le truc, c'est OneWeb nous explique, mais tout va être entièrement automatisé à bord des satellites. C'est-à-dire il n'y a plus de centre de contrôle au sol, sauf pour les cas exceptionnels, mais dans la gestion normale des opérations, tout sera entièrement automatisé à bord des satellites. Ça n'a jamais été fait. On regarde ça, admiratif, on applaudit et on demande à voir. Et donc on va bientôt voir. On verra, donc, il y a les 6 premiers qui doivent être lancés ce soir. Parmi les inquiétudes, je vous ai parlé du nouveau radar Space Fence. Très bonne nouvelle, on va avoir 10 fois plus d'objets catalogués. Pour la petite histoire, par exemple, Jershi Liu, qui est le patron des débris à la NASA, qui m'expliquait bon, la station internationale aujourd'hui manœuvre 4 fois par an. Rien que l'arrivée de OneWeb seul va multiplier le nombre de manœuvres nécessaires par un facteur 8. Le Space Fence veut multiplier le nombre de manœuvres par un facteur 10. 80 x 4, je suis à 320, donc il faudrait faire une manœuvre presque chaque jour. Donc là, l'ISS disparaît. Vous ne pouvez pas avoir une station de microgravité qui manœuvre tous les jours. Donc là, on a un problème, et c'est un problème demain, donc qui nécessite de trouver des nouvelles méthodes, trouver comment affiner les paramètres orbitaux des objets qui sont en orbite. Ça, par exemple, on travaille beaucoup dessus avec les Américains, on vient de poser un brevet là-dessus également. De manière à gagner un facteur 10 ou un facteur 100 sur mon fameux kilomètre. Vous vous souvenez, le kilomètre et les 100 mètres. Et si on pouvait, au lieu d'avoir 1 kilomètre, si on pouvait avoir 10 mètres, on serait vraiment mieux. Et puis, changer nos méthodes de calcul, changer nos méthodes de prévision de risque, peut-être prendre un peu plus de risques, on ne sait pas encore. Et puis, il y a énormément donc, de nouvelles initiatives autour de ce qu'on appelle le Space Traffic Management. Donc une espèce de réglementation internationale disant toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit, et priorité à gauche. On ne sait pas comment on va... C'est vraiment un sujet qui démarre, et dont on a une vision très, très partielle et très court terme. Bon, je vous remercie de votre attention. Donc il y a, si ça vous intéresse, donc il y a le rapport que je vous ai apporté ici. Sinon, vous avez, n'hésitez pas, dans toutes les bonnes crèmeries, vous avez mon bouquin. Et surtout, donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez avoir un exemplaire supplémentaire. Quand vous descendrez tout à l'heure, vous pouvez donc regarder, il y a le débris, lui il craint rien, c'est un débris qu'on a retrouvé dans un champ dans le nord de la France, qui a été découpé parce que sinon il était trop gros. Là, vous avez un impact qui a été réalisé en laboratoire. Et ici, vous avez un morceau de panneau solaire de Hubble, un vrai, qui a passé 8 ans dans l'espace, et qu'on a redescendu, et sur lequel vous pourrez voir un impact de débris. Alors s'il vous plaît, si vous le prenez, il est vachement fragile, c'est un objet, c'est même pas un objet rarissime, unique, et vous le prenez comme ça, surtout pas avec les doigts sur les cellules. Ok ? Voilà. Je vous remercie. Une heure et quart, j'ai pas dit à partir de quelle heure. Si vous avez des questions,
pouvez encore en profiter un peu. N'hésitez pas. Ouais. Je sentais bien que vous étiez. C'est vrai. Oui, je sentais bien, je voyais, vous réagissiez. Je savais que les premières questions viendraient de vous. Merci. Donc, si j'ai bien retenu, parce que c'était quand même pas mal de chiffres, 34 000 objets, je veux dire objets au sens large spatiaux, 20 000 qui sont, un peu moins de 20 000 qui sont en catalogue, mais j'ai cru comprendre que les militaires n'étaient pas dedans, que vous situez à peu près autour de 5 000. Alors il y a 5 000 Américains, il y a beaucoup moins de Français, et les autres sont dans le catalogue. Parce que si vous voulez, il n'y a que les Français qui ont la relation de force avec les Américains, permettant de ne pas avoir les satellites militaires français dans le catalogue. Alors il y a peut-être maintenant le DLR, les Allemands viennent d'avoir un nouveau radar qui s'appelle le GESTRA, qui à mon avis est encore en phase expérimentale, je ne pense pas qu'ils soient encore opérationnels, mais quand ils l'auront, là ils pourront faire exactement la même chose que ce que nous on a fait avec les Américains. Donc demander que leurs quelques satellites militaires soient hors du catalogue. Mais il faut comprendre bien évidemment que le budget militaire américain spatial est de l'ordre de 40-45 milliards de dollars. Le nôtre est nettement moins que 1 milliard. Bon, on ne joue pas dans la même cour. Par contre, les nôtres sont meilleurs. Et quand vous dites 5000 objets, satellites, objets spatiaux américains, vous les avez vus de vos propres yeux? Absolument. Je prends un exemple. Le 30 août 2018, il y a eu un étage supérieur de lanceurs américains qui s'appelle Atlas Centaur, qui a explosé en orbite, générant 491 nouveaux gros débris catalogués. Et ça, évidemment, ça, on ne l'a pas vu, sauf c'est les Russes qui sont venus et qui ont présenté avec leur catalogue dérivé de leur réseau de télescopes qui s'appelle ISON, qui est un réseau sur lequel ils ont ouvert toutes les informations et qui ont fait une présentation formelle là-dessus. Alors bien sûr, les Américains bougonnaient, commençaient par dire que c'était scandaleux d'avoir ça comme présentation, qu'ils n'étaient pas au courant. Bon, et donc c'est paru dans Aerocosmos, ça a été publié, etc. À la fin, les Américains ont admis que, ouais, effectivement, on a eu un problème sur celui-là, et il n'est pas dans le catalogue, parce que c'est pas un satellite, parce que c'est l'étage supérieur qui a permis de lancer un satellite militaire. Et donc juste, il y avait le mot militaire, les 491 débris sont hors du catalogue. Voilà. Donc c'est pas 5000 satellites militaires, non? On est clair. Maintenant, quand un pays décide de lancer effectivement un satellite dans l'espace, il demande l'autorisation à un comité. À personne. Vous avez le droit demain de lancer ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il y a, alors, heureusement quelques bémols. Le premier bémol, c'est que vous n'avez pas le droit d'émettre de radiofréquences sans avoir été déposé auprès de l'ITU, International Telecommunication Union. Enfin, si vous émettez assez fort, la règle, c'est pour éviter de brouiller le voisin. Donc vous achetez un slot. D'ailleurs, c'est pour ça que OneWeb lance les 6 premiers satellites maintenant. C'est parce que s'ils ne les lancent pas suffisamment rapidement, ils vont perdre leur réservation de fréquence. C'est ce qu'a fait également Elon Musk avec sa constellation Starlink, qui normalement devrait monter à 12 000 satellites. Donc pour le moment, il n'en a lancé que 2, qui s'appellent Tintin A et Tintin B, et qu'il a lancé exprès juste pour garder le slot. Ça, c'est la première réserve. Secondo, si vous dépendez d'un état de lancement qui a une réglementation forte, par exemple la France, là, vous n'avez pas le droit. Et là, vous devez demander un dossier de conformité au gouvernement français, donc au CNES. Et le CNES, donc on a une équipe à Doménil en charge des lanceurs et une équipe à Toulouse en charge des satellites qui va analyser votre dossier et prononcer une autorisation de lancement ou pas. Mais par contre, si vous êtes d'une autre nationalité et lancé sur une autre... Alors après, par exemple, cette réglementation est un peu limitée. Si je lance depuis Kourou un satellite turc, enfin, j'adore les Turcs, c'est juste un exemple, mais les Turcs, ils ne sont pas soumis à la LOS. Bien qu'ils partent de Kourou, mais par contre, c'est pas une boîte française, ils dépendent pas du gouvernement français. Donc, je prononcerai la conformité pour le lanceur Ariane Soyuz Vega qui part de Guyane, mais je ne vais pas me prononcer sur le satellite turc.
Et c'est là une des modifications, la toute dernière page, toute dernière ligne, Space Traffic Management, c'est une des modifications qu'on est en train de demander. Ce serait bien de dire, ben, on bloque le lancement tant qu'on n'a pas vu le dossier web, avant que ça marche. Et évidemment, il ne faut pas que nous, on l'impose à nos clients et pas les autres, parce que sinon, là, ils fuiront rapidement vers d'autres sites. Je continue. Vous nous avez montré que ça coûte cher, on n'est pas étonné effectivement d'éviter les collisions, de nettoyer, de retirer, de faire revenir au sol. Mais actuellement, les 6 satellites qui vont partir ce soir, qui sont lancés depuis courant donc, par l'ESA, on n'intègre pas du tout actuellement un de ces coûts pour le devenir de ces 6 machines à laver. Non, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les assurances ne couvrent pas les risques de collision en orbite. Notamment parce que dans la très très grande majorité des cas, vous ne savez pas qui vous a impacté. Vous avez un satellite, puisque, je rappelle, il n'y a que 20 000 objets catalogués sur les 900 000 de 1 cm qui sont sûrs de vous dégommer, ou sur les 135 millions qui ont une possibilité de vous dégommer. Donc là, 20 000, c'est pas assez. Et donc les assurances ne veulent pas couvrir un risque qui est j'étais vivant, je suis mort, je ne sais pas pourquoi, ça ne se couvre pas. Si vous voulez, les assurances veulent quelqu'un contre qui se retourner. Et après, c'est compliqué. Par exemple, la toute première collision qui a eu lieu entre 2 objets catalogués, c'était un satellite français qui s'appelait Cerise, qui était un satellite militaire américain. Il s'appelait Cerise parce que techniquement, c'était un cube, un gros cube, et qui avait ce qu'on appelle un mât de gradient de gravité, c'est-à-dire un mât qui faisait 6 mètres de long, avec une masselotte au bout, et qui permet de se stabiliser dans l'espace. Et le mât a été coupé par un débris. Et les Américains ont dit, ben, c'est un débris d'Ariane. C'est un débris de l'explosion dont je parlais, de vol 16, etc. Donc, ils ont fait plein de pubs là-dessus, première collision. Donc, quand même, après, quand je suis allé voir mes collègues américains en disant, attends, la toute première collision jamais enregistrée, c'est franco-français, avec 2,5% d'objets, donc une probabilité à 10 sur 4, etc. Oui, il y en a eu 3 ou 4 avant. Donc, voilà. Et après, donc, on a fait un travail. L'ODERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale, fait un travail remarquable, d'ailleurs avec mes collègues de Toulouse, de restitution d'orbite du débris, et donc rétro, et finalement, ils ont démontré que ça ne pouvait pas être un débris d'Ariane. C'est pas la même orbite, pas le bon truc. Voilà. Et ça a été présenté aux Américains. Ils ont dit, ah oui, très beau boulot, voilà, mais ils ont maintenu ce qu'ils disaient. Donc, si vous voulez, donc, le fait qu'il y ait un nom dans le catalogue américain ne veut absolument rien dire, n'est pas une preuve du tout. Et on a une dizaine d'exemples de cas où un objet réputé être, je sais pas, Ariane ne l'est pas. On voit notamment, pour l'anecdote, on voit des suivis de satellites avec des sauts, par exemple, au 31 décembre. Vraiment parce que la nuit du réveillon, il y avait moins de monde dans les... Voilà, et puis le lendemain, mais quand ils ont récupéré, tu crois que c'est lui? Ouais, ça doit être lui. Et donc là, vis-à-vis d'un risque au titre assurance, par exemple, ça n'a aucune valeur. Je ne sais plus sur quelle orbite vous parliez effectivement d'une durée de vie de 2000 ans, si je me souviens bien, mais est-ce qu'on est sûr qu'au bout de 1000 ans, effectivement, l'objet aura disparu? Alors, là, c'est le cas particulier de OneWeb. OneWeb va à une altitude de 1200 km. C'est facile, ils ont regardé la courbe, là, les histogrammes que je vous ai montrés tout à l'heure, avec les densités, ils ont vu qu'il y a un creux à 1200. Donc ils ont dit c'est là qu'il y a le moins de monde, donc on y va. Et donc là, c'est stable pendant 1200 ans, mais le plan de OneWeb, c'est ils restent là-haut 5 ans, et au bout de 5 ans, ils descendent, c'est-à-dire ils rallument leur moteur, et ils se débarrassent de... Et ça, quand même, OneWeb, je tiens à le signaler, OneWeb a été absolument remarquable. Ils sont venus nous voir dès le premier jour, et c'est marrant, ils sont venus voir le CNES, avant d'aller voir l'ESA ou la NASA, et pour se faire expliquer en long, en large, en travers toute la réglementation, comprendre bien tout, etc. Et donc ce qu'ils ont aujourd'hui sur le papier, c'est remarquable. C'est-à-dire s'ils le font réellement, si c'est effectivement bien ça qui est appliqué, il n'y a aucun risque. Ça veut dire l'opération de OneWeb, malgré 600 ou 900 satellites en orbite et plus, etc., s'ils font effectivement ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire être excessivement fiables au point de vue de la désorientation, pas de risque d'explosion, et si par hasard ils en laissent un là-haut, ils vont le chercher, ben là, à ce moment-là, leur empreinte sur la population orbitale devrait être négligeable. Ça, c'est ce qu'ont démontré mes collègues à Toulouse.
Maintenant, on verra la réalité des lieux. Merci. Allez, une petite suivante. Oui. Alors moi j'avais une question sur la méthode de freinage où on renvoie un satellite qui balance du gaz pour freiner. Mais du coup, on le lancerait spécialement pour ça? Donc, alors, Que ça ferait un débris de je plus. suis passé trop vite. Évidemment, c'est pas un satellite qu'on lance, c'est juste une fusée sonde. C'est-à-dire que c'est un truc, il n'est pas orbité. C'est juste une fusée sonde qui culmine à la latitude qui va bien et qui redescend tout de suite. Donc déjà, le nuage de gaz ou de particules, il n'est pas orbité. Donc il passe là, il redescend tout de suite. Et donc évidemment, il ne reste rien là-haut. Et en plus, évidemment, on récupère la fusée sonde. Et donc on peut juste la refourbicher un peu, la re-remplir et elle est prête à repartir. Okay. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est l'active débris removal que j'ai décrit, où on va chercher des gros. C'est une opération que je qualifierais de stratégique. Je vais en chercher 5 à 10, mais ce n'est pas forcément les bons, ce n'est pas forcément ceux-là qui auraient entraîné une collision. Donc, je vais chercher, je diminue globalement la population. Le just-in-time collision avoidance, c'est du tactique. Je vais chercher celui qui, je sais, va me poser un problème. Donc déjà, par exemple, aujourd'hui, on estime que les fréquences de très grosses collisions, c'est une tous les 5 ans, une tous les 4 à 5 ans. Donc, par exemple, cette manœuvre avec mon nuage de gaz, je ne le ferai qu'une fois tous les 5 ans. Okay. Plutôt que d'aller chercher 5 par an. Vous voyez ? Et deuxième question, sur la précision de la trajectoire des différents débris, est-ce que le nouveau radar qui permet de détecter des débris plus petits permet aussi d'améliorer cette précision? Eh ben non, c'est dommage. Hein. Mais non, a priori non. Alors on attend de le voir, parce que c'est un radar qui doit venir demain sans faute depuis 10 ans. Donc là, il va venir après-demain. Hein, voilà. Mais on ne sait pas, on ne le connaît pas. Et on ne sait pas du tout, mais a priori, les fréquences utilisées font qu'on s'attend à ne pas avoir d'amélioration au niveau précision de bruit. Ce qu'il faut comprendre, c'est la détection de ce qu'on voit, c'est ce qui s'appelle la signature équivalente radar. C'est-à-dire c'est le taux de retour. Par contre, pour avoir une bonne orbite, il faut le voir pendant longtemps. Donc si vous avez juste un radar, ça suffit un peu. Ça va être la dernière question, une dernière. Allez. Est-ce qu'il y a un risque pour l'observation du ciel? Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait dommage pour les astronomes. Hein. Alors par contre, pour les astronomes, par exemple, il y a eu plein d'exemples où vous préparez une belle observation, vous attendez, c'est-à-dire vous avez un temps de pause significatif, et puis votre cliché est fichu, parce que vous avez un truc qui sombre. Alors, heureusement, maintenant, les astronomes sont dotés d'outils permettant de propager eux-mêmes les 20 000 débris catalogués. Donc ils sont capables de déterminer, et il y a des outils pour ça, ils sont capables de déterminer si, pendant, je sais pas, j'invente, pendant les 5 minutes de pause dans tel azimut, telle élévation, tel endroit, est-ce qu'il y aura un débris qui va passer? Et là, ils sont capables de le voir. Secondo, les débris, pour être gênants au niveau optique, il faut qu'ils soient éclairés. Donc ils ne sont pas lumineux par eux-mêmes, donc il faut qu'ils réfléchissent le soleil. Donc c'est juste à la tombée du jour ou au petit matin. Par contre, au milieu de la nuit, quand il n'y a plus de soleil, là il n'y a plus de risque de voir un débris. Donc c'est une gêne qui était une gêne certaine il y a 20-25 ans, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Parce qu'en plus, aujourd'hui, quand même, tout est numérique. Donc si vous avez un grand truc qui passe, vous pouvez l'effacer. Bien, vous pouvez supprimer les 5 secondes. Le problème, c'est plus quand la luminosité est telle que ça vous crame vos CCD, vos capteurs. Voilà. Pour la petite histoire, il y a 20 ans, parmi les risques, le premier risque que je citais, c'était celui-là. Le risque vers les astronomes. Et je l'ai retiré parce qu'apparemment, c'est plus d'actualité.
merci encore d'être venu. Si vous voulez donc consulter le rapport de l'IAA, il y en a quelques exemplaires disponibles ici.